Voilà, merci en tout cas, bienvenue à tous. Merci de nous rejoindre. Nous sommes vraiment, beaucoup de personnes aujourd'hui. Beaucoup de personnes se sont inscrites et puis, on essaye, de faire, rentrer tout le monde et c'est pas évident. Donc, aujourd'hui, on va parler, effectivement de la prise de son multimicro, prise de son d'ambiance. Il y a beaucoup de choses à dire. Ça n'a pas été facile de préparer, ce petit meeting parce que c'est quelque chose que je ne maîtrise pas, c'est une technique que je ne maîtrise pas personnellement. Donc j'ai fait appel à beaucoup de personnes que je connais. Donc, les invités, à qui j'ai demandé, de participer sont Bergame Perriot, qui est avec nous, donc spécialiste effectivement multicanal, prise de son, etc. Euh, j'ai demandé également à Jean-François Beau, spécialiste de tout ce qui est ambisonique, sur Soundfield. J'ai demandé à Lucie Ardouin, qui est spécialiste, quant à elle, du système binaural, de bien vouloir, nous rejoindre. Et je crois qu'elle est là, et j'espère, parce que j'arrive pas à voir. J'ai tellement de monde qui en même temps, tape à la porte alors qu'on est complet. Donc, c'est pas évident du tout. J'ai également, je ne sais pas si Jean-Marc Lotel nous a également rejoint, qui lui aussi, donc est un spécialiste de tout ce qui est en Sony, voilà. Et enfin, Vincent Magnier, ingénieur du son et responsable formation INA. Je voudrais commencer par toi, Vincent Magnier. Comment vas-tu, Vincent, déjà? Comment se passe ce confinement? Ça y est, j'ai ouvert le micro, bah, je vais bien. Voilà. Bien. Est-ce que tu as prévu un micro, multicanal pour pouvoir, faire ce petit meeting? Bah, là, on va se contenter du petit micro mono de l'ordinateur, c'est pas mal. Euh, Vincent, je voulais commencer par toi parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, il y avait vraiment beaucoup de choses à dire sur le multicanal et puis j'aimerais, savoir s'il était possible avec toi de faire, un petit tour d'horizon alors, je veux et, bien faire. de tout ce qui existe en multicanal. Mais avant tout, il y a une chose que j'ai eu beaucoup de mal, c'est, de parler de différents types de. Y a-t-il une classification en fait? Aujourd'hui, dans tout ce qui est prise de son multicanal, est-ce qu'il existe une classification entre. Alors, je me rappelle de tout. Pas de ne pas pardon. Je ne me rappelle pas de tout ce qui existe, mais Decatrice, Soundfield, Fairchops, Croix IRT, etc. Y a-t-il un mode de classification, Vincent? Alors, chacun pourra les classer comme il veut. Moi, je les classe, oui, en deux familles. Il y a les coïncidents et les non coïncidents, parce qu'on retrouve quand même des grandes familles sonores. Et puis, comme moi, je fais plutôt de la prise de son tournage ou itinérante, pour moi, il y a la taille. Il y a ceux qui sont très gros, euh, et ceux qui sont petits. Donc moi, je vous parlais surtout de ceux qui sont petits parce que je les pratique. Mhm. Ceux qui sont très grands, je pense que Bergame, avec qui j'ai beaucoup pratiqué d'ailleurs et beaucoup appris, il vous en parlera beaucoup mieux que moi parce qu'il les pratique au quotidien, je pense. Mhm. Et puis, il y a aussi une petite famille spéciale qui est les formats ambisoniques. Et comme on a des spécialistes, je les laisserai, j'en parlerai mais très rapidement et je les laisserai compléter. Alors, je vous ai préparé, rassurez-vous, ça ne va pas être un cours très long, j'avais préparé un truc qui va durer 3 minutes. Super. Vous allez me dire si vous voyez, si, si vous voyez l'écran, je vous ai mis des petites images Impeccable. Impeccable. impeccables. Donc, je vous ai préparé un petit résumé sur la prise de son spatialisée. Alors, en fait, la prise de son spatialisée, est-ce que je vais arriver? Voilà, tac. Un des dilemmes, c'est de bien répartir le son entre les enceintes. Donc, j'ai imaginé une petite chorale avec un chat, un canard, une poule, un lapin. Ça, c'était pour vous réveiller. Mhm. Parce qu'en fait, dès qu'on utilise deux micros pour faire un couple, si on règle mal l'angle ou la distance entre ces deux micros, eh bien, selon la distance et l'angle, on a un angle de prise de son stéréo pour les reproduire au niveau de la largeur. Donc, si on travaille bien et qu'on a envie, on peut les répartir bien entre les enceintes, donc comme sur cette image, mais on peut aussi les répartir plus sur les côtés ou encore plus sur les côtés en faisant un trou. Voilà. Alors ça arrive souvent, par exemple, avec un couple comme l'ORTF, parce qu'il a un angle de prise de son stéréo de 90 degrés. Et donc, si par exemple on fait je sais pas, une longue ligne droite avec de la foule qui se répartit sur 180 degrés et qu'on se met près, on va avoir un petit peu ce genre de choses. Ça a beaucoup d'énergie dans les enceintes et puis un trou au centre. C'est pas de sa faute, c'est parce qu'en fait, il n'était peut-être pas adapté à cette prise de son. Et puis à l'inverse, on peut faire des choses plus resserrées.
voire trop resserré, enfin trop, c'est peut-être un choix, la quasi-mono, si par exemple on utilise un couple XY qui a Attends, Paul, hein. ouais, un couple XY qui a un angle de prise de son très très large, eh ben, on peut, en se mettant trop loin, avoir quelque chose qui est très centré. Voilà. Pour contrôler cette largeur, quand on est en itinérant, bah, on ne peut pas tellement se fier à nos oreilles puisqu'on travaille au casque. Donc pour nous aider, on a les ABAC de Mike Williams qui sont sur le site. Je le mettrai tout à l'heure en lien si vous voulez, la MMAD Info. Vous verrez, c'est vachement bien parce qu'il y a les trucs à 2 canaux, 3 canaux, 4 canaux, 5 canaux, 7 canaux, etc. Et puis il y a Neumann qui nous fait une petite appli sympa qui marche sur nos téléphones, qui nous permettent de calculer l'angle de prise de son stéréo, qui, je le répète, n'est pas l'angle qu'il y a entre les micros. Ça serait trop facile. Alors après, dans la classification des coïncidents en stéréo, il y a le XY, hein, qui a un angle de prise de son qui est très large, je vous l'ai mis en bas. Voilà, et on peut régler cet angle en faisant tourner un petit peu les micros. Hein. Ce que j'ai oublié de dire, c'est que ce qui fait qu'on entend un son dans l'espace, il y a 3 paramètres. Hein. Il y a le paramètre de temps, ça arrive d'abord à une oreille. Il y a le paramètre de niveau, si ça met plus de temps pour arriver à l'autre oreille, ben, il est un petit peu moins fort en niveau. Et puis il y a les filtrages qui sont faits par le corps, la tête, tout ça. Donc il y a des systèmes qui utilisent ces 3 paramètres, la plupart n'utilisent que 2, et puis il y en a qui n'utilisent qu'un seul de ces paramètres, c'est le cas du XY, c'est les systèmes coïncidents. Et quand on fait des écoutes, parce qu'on a fait beaucoup d'écoutes, notamment avec Bergam et tous nos stagiaires à l'INA, on se rend compte que ça marche bien On sûr. parlera effectivement des problèmes d'écoute, comment il est possible de faire des prises de son extérieur multimicrophone avec un simple casque. On en parlera effectivement Ouais. précisément de ça, Vincent. Ouais. Et donc, en fait, ces systèmes-là, ils reproduisent un peu moins bien la profondeur et puis surtout la zone d'écoute, le sweet spot est beaucoup plus étroit. C'est-à-dire que si j'arrive au cinéma en retard, ce qui est souvent mon cas parce que j'aime pas la pub, et que je suis assis à l'arrière, et ben, j'ai pas vraiment toujours une bonne sensation d'immersion sonore. Alors, dans les coïncidents, je vais vite parce qu'il y a beaucoup de gens intéressants qui vont parler. Il y a l'EMS, donc, qui est très intéressant parce qu'il est tout petit, on le voit sur la photo. Si on a la chance d'avoir la petite boule Léonard de Cinella en documentaire, c'est un système très pratique. Mais son gros problème, c'est qu'il faut le doser en post-production. Il faut doser les S qui sont là. Si on en met trop, c'est insupportable parce qu'on a un son inversé sur l'enceinte gauche et l'enceinte droite. Et si on n'en met pas assez, ben on n'a pas de perception stéréo. Donc ça marche bien, mais le dosage, il est délicat. Après, ça va, je ne suis pas trop lent? Non, je t'ai pas entendu, ton micro était fermé, je crois. Après, on a Vas-y, vas-y. les Pas systèmes de souci. avec 2 micros espacés. Donc là, je vous ai mis, moi je préfère dire 2 cardio espacés plutôt que AB, parce qu'il y en a qui disent grand AB pour la même chose, donc c'est un peu le bazar. Donc c'est 2 microcardioïdes avec une certaine distance et un certain angle. Donc là, je vous ai mis en exemple le fameux couple RTF, mais il est dessiné sur une barre DPA. On peut écarter les micros plus ou moins et on peut changer l'angle. Et avec les petites abacs dont je vous ai parlé tout à l'heure, on peut trouver leur angle de prise de son. Voilà. Donc il y en a plein. Hein. Il y a le RTF, bien sûr, qui est une configuration, mais il y a une infinité de configurations. Moi, ma préférée, c'est le 20 cm 90, mais parce que j'ai 20 cm sur ma main, et puis c'est pratique. Voilà, je l'aime bien. Quand Donc ça c'était, excuse-moi Vincent, donc là, c'était pour toi, c'est ce que tu appellerais un système stéréo, tout simple. Ce que tu nous as montré, ce sont des systèmes stéréo, point. Hein. C'est la classification, c'est celle-ci, c'est stéréo. Gauche-droite, ouais. Stéréo Ok, gauche-droite. d'accord. Voilà. Je voudrais juste faire, peut-être Vincent, pour faire une petite pause dans tout ça, je voudrais juste, je me suis dit que par rapport aussi à cette présentation, je voudrais juste faire un petit vote, si vous voulez bien voter tous, juste pour voir un petit peu ce que ça raconte. Ça m'intéresserait de savoir en fait, parmi les 100 personnes que nous sommes actuellement, quel système de prise de son stéréo utilisez-vous le plus souvent par rapport à ce que Vincent vient de présenter. Alors, il y aura certainement des personnes qui diront peut-être que je n'utilise absolument plus de système stéréo, j'utilise des systèmes justement multicanaux ou bien du système ambisonique. Mais ça m'intéresserait de savoir, en fait, faire une petite pause dans ta présentation, Vincent, si tu veux bien, pour avoir cette petite information. Je vous ai mis les systèmes stéréo
évidemment, qui ont été… alors, le AB, comme tu le disais, Vincent, c'est-à-dire un espacement finalement que tu choisis, hein, que tu détermines par rapport à une certaine image. L'ORTF, le plus classique, le XY et le MS, donc les capsules qu'on appelle coïncidentes, donc qui sont à ce qu'on appelle delta I, sans avoir effectivement de différence de temps entre les deux capsules. Et puis autre, parce que je me suis dit peut-être qu'il existe un autre système, mais en fait, voilà, je crois que personne n'en dit. Voilà, nous sommes 73% à avoir voté. Je ne sais pas s'il y a encore des personnes qui sont en train de voter, qui veulent bien terminer le vote. Alors moi, j'ai voté, mais j'ai eu du mal parce que, en fait, je n'utilise pas un système. Voilà. Oui, alors c'est pour cette raison-là le plus souvent. Hein, donc c'est vraiment très spécifique. C'est lorsque vous partez en tournage, en enregistrement, le plus généralement, qu'est-ce que vous utilisez comme système. Voilà. Alors je suis à 87% de votants, donc on a quasiment terminé. Donc c'est plutôt intéressant. Je vais finir le vote si vous voulez bien. Et je vous propose de partager le résultat avec l'ORTF, le traditionnel ORTF à 31%, donc 26 personnes donc, qui l'utilisent le plus souvent. Le AB, finalement, ORTF, Vincent, AB, on s'approche, quoi. C'est-à-dire que ORTF, c'est quoi exactement? C'est en fait une désignation d'un angle précis et d'une mesure précise, en fait, un réglage d'un AB au final. C'est exactement ça. Le AB, le RTF, pardon, c'est un des cas du AB. C'est 17 cm 110 degrés. Mais on pourrait très bien faire 18 cm et 100 degrés. Et on reste quand même pas mal ensuite avec quand même 27% qui utilisent des systèmes MS. Tout de même, encore pas mal. Où là, par contre, là, on doit utiliser un système de dématrissage, hein, Vincent. C'est ça, ouais, il faut faire après la somme des deux capsules sur le canal gauche et la différence sur le canal droit. Moi, j'ai répondu AB, mais en fait, je fais autant du AB que du MS, parce que le MS, quand je suis en documentaire et que je dois être rapide, j'ai besoin d'un système de petite taille. Et si on prend le résultat de ce sondage aussi, on voit que donc la grande majorité des cas, c'est-à-dire à 80% des gens apparemment, lorsqu'ils font une prise de son stéréo, donc ils utilisent le plus souvent effectivement les systèmes dont tu as parlé, et puis on arrive à 8 et 4% qui, eux, n'utilisent jamais de système stéréo, mais utilisent plutôt des systèmes multicanaux ou ambisoniques. Donc, c'est relativement peu. Et je te propose de continuer à ce moment-là, effectivement, Vincent, sur effectivement ces autres systèmes. Ok, alors je vais fermer la fenêtre. C'est bon, vous voyez l'image? Oui. Donc, pour continuer, après, dès qu'on s'intéresse plus à l'espace, puisque au cinéma, vous savez, il n'y a pas que 2 enceintes à l'avant, il y en a 3. Hein, il y a gauche, centre et droite. Alors, il faut que je parle. Voilà, donc beaucoup de gens utilisent le LCR. Alors, le LCR, c'est un système particulier, c'est un couple RTF. Hein, donc, c'est un couple AB, on va dire, 17 cm 110 degrés. Et puis, au centre, on peut rajouter un cardio ou un hypercardio selon nos désirs. Je voulais juste préciser une chose, ce système il est complètement aberrant et complètement fou au niveau théorique. Au niveau théorique, ça ne peut pas marcher correctement, mais en fait, je crois que ça plaît à beaucoup de nos collègues au montage parce qu'ils peuvent faire leur marché. Ils peuvent prendre un bout de mono, un bout de stéréo à l'intérieur. Alors pourquoi ça ne marche pas? Mais si on prend les deux micros qui sont à gauche et qu'on calcule leur angle de prise de son, on arrive à 210 degrés. Et puis si on regarde le couple qui est à droite, c'est pareil, hein, ça fait 55 degrés d'angle et 9 cm de distance. Vous verrez dans la bac, hop, ça fait ça aussi. Donc toutes les sources sonores à la prise de son qui seront entre les deux C, entre les deux centres, elles vont être reproduites au moins 2 fois entre les enceintes du côté gauche et du côté droit. Et donc ça instaure un flou. Alors tout ce que je vous dis là est théorique, mais quand on l'enregistre et qu'on l'écoute, on entend que c'est moins précis à l'avant. Voilà. Donc c'est un système qui est intéressant. On aura également, Vincent, c'est ça qui sera intéressant, l'avis bien entendu de la post-production, puisque j'ai vu pas mal de personnes de post-production. Oui, bien sûr. Et ce sera intéressant d'avoir leur avis aussi par rapport à ça, à ces histoires de qualité d'image, en fait. Par rapport bien sûr, parce que le meilleur avis, c'est est-ce que ça marche au final? Est-ce que le monteur son est content? Oui.
post-prod a trouvé ce qu'il lui fallait, c'est le meilleur avis. Et donc ça, c'est plutôt un système qui est là pour, je dirais, faire ses courses à l'intérieur des 3 pistes qu'on va rapporter, quoi. Mais il n'est pas fait pour être reproduit comme ça, brut de pomme. En tout cas, il y a un petit flou sur l'avant. Suite à ça, on va passer au système multicanal. Donc, devant, derrière, gauche, droite. Donc, il y a le WRTF, qui est un système assez simple à mettre en place. Et donc là, toujours avec cette théorie des angles de prise de son stéréo, on s'arrange pour que chaque couple, donc devant, derrière, mais aussi le couple gauche et le couple droit de micro, la somme de tous les angles de prise de son stéréo fasse 360 degrés. Parce que si ça fait plus, eh ben, pareil, on aura des sources qui seront reproduites plusieurs fois. Donc là, on trouve un angle, une distance entre le couple avant et le couple arrière pour que ça marche. Voilà, avec nos petites abacs. Il y a aussi la croix IRT, voilà, qui, moi, est un de mes systèmes préférés parce que ça utilise que 4 micros, c'est pas très, très grand, ça fait 20 cm, donc c'est 4 cardio à entre 20 et 25 cm. Voilà. Shops propose aussi l'ORTF Surround. Alors là, au lieu de mettre des cardio, ils ont mis des hypercardio. L'avantage, c'est que pour que les angles fassent bien 360 degrés, ça permet d'avoir un système plus petit, donc qui tient dans une bonnette. L'inconvénient, c'est que ce sont des hypercardios. Les hypercardios, on a un petit peu moins de son dans le graphe qu'avec des cardios, donc c'est un peu plus sec. Mais c'est plus petit. Et puis, si on continue dans cette idée-là, eh bien, on a un système avec 5 micros, parce que dans les systèmes précédents, il n'y en avait que 4. Donc, si on veut vraiment avoir un centre, il faut le fabriquer en post-prod, ce qui est tout à fait possible. Sinon, il y a un système avec 5 micros, donc, qui a été mis au point par Mike Williams, qui s'appelle c'est le MMAD ou l'Ombrella. Mais là, c'est un petit peu grand. Il y a 72 degrés pour chaque couple et 39 cm sur les micros. Donc, ça commence à être un petit peu grand. Alors, c'est pour ça qu'il appelle le parapluie, c'est qu'il y a une poignée sur celui qui est sur un marché, on voit en bas. Qui permet de se plier comme un parapluie, en fait. Voilà. Donc ça, en fait, c'est mon système préféré. Mais en fait, j'utilise très peu parce que c'est un peu trop grand pour moi. Mais c'est vraiment chouette. Il y a une très, très grande zone d'écoute. Il y a une belle perspective sonore. C'est pas mal. Voilà. Mais après, comme je fais beaucoup de docs, le MS, c'est aussi pratique. C'est quand même plus pratique. Voilà. Alors, on n'est pas toujours à utiliser le système qu'on préfère. Tout à fait. DPA fait un système intéressant qu'on surnomme le tabouret de batteur, parce qu'il ressemble à un petit tabouret. Donc là, c'est dans la cour d'école de mes enfants. On fait une ambiance. À l'avant, il est coïncident. Il y a 3 capsules à l'avant, il est coïncident. Et à l'arrière, il y a 2 omnis qui sont non coïncidents. Donc c'est un peu l'intermédiaire entre ces deux mondes. C'est du 4 canaux, c'est ça? Non, lui, il en a 5. Donc, c'est-à-dire, tu disais 2 capsules coïncidentes. Je crois même qu'il en a 6. Il y a le bass management qui est fait aussi. C'est Christophe Bonneau qui, tout de suite, de chez DPA, veut intervenir, ce qui est tout à fait normal. Explique-nous un petit peu. Non, je ne veux pas couper Vincent qui fait une super présentation. Bonjour à tous. Juste, oui, dans le 5000, on a 3 cellules devant, 2 cellules derrière. Sur certaines cellules, on a des petits tubes interférences qui permettent de gérer la directivité des cellules. Et donc, au bout de la LEMO qu'on voit, on a 6 XLR. Il y a les 5 XLR qui correspondent aux 5 micros, plus une voix grave qui est reconstruite à partir du gauche-droite sommet atténué. Voilà. En fait, c'est le LFE, c'est pour le canal LFE. Du coup, c'est un système plug and play. On le branche et on a nos 6 canaux du 5.1. On peut parler de 5.1 en fait, une prise de son véritablement 5.1. Alors que dans les autres, il va falloir gérer ça en post-prod. On a des micros qui descendent suffisamment dans les graves, et c'est en post-prod qu'il faudra envoyer du son dans le LFE. Le LFE, c'est le point 1, c'est le renfort de grave qui est en plus. Merci Christophe, en tout cas, pour l'intervention. Voilà. Alors, après, on arrive dans le monde des coïncidents. Donc, ont toujours l'avantage, c'est qu'ils sont plus petits en taille, donc ils sont plus pratiques. Mais ils ont un inconvénient, c'est qu'ils ne jouent pas sur les paramètres de retard de temps entre les capsules. Donc, il y a le double MS, qui est un MS comme un couple MS auquel on rajoute un cardio sur l'arrière. Donc, c'est intéressant parce qu'on n'a besoin que de 3 pistes. Et ça marche plutôt bien. Après, il faut le décoder. Donc, soit avec la méthode classique qu'on appelle la méthode des 3 faders, soit avec des plugins. Donc, Shops offre 2 plugins gratuits pour décoder ça. On peut aussi très bien isoler sur l'avant droite, simuler un micro hypercardio uniquement à
à l'avant droite ou à l'arrière gauche, comme on veut. Donc, on peut Mhm. beaucoup s'amuser avec, on peut faire tourner l'ensemble, on fait plein de choses. Mhm. À peu près les mêmes choses qu'on pourra faire avec le format ambisonique. Si ce n'est que le format ambisonique, il a encore un avantage, c'est qu'il pourra enregistrer aussi le haut et le bas. Alors, le Mhm. format ambisonique, je vais vous le faire très rapide, mais je laisserai après On va mon en parler collègue. avec Jean-François en particulier Voilà, Jean-Marc qui le pratique beaucoup. et Jean-Marc. Donc, à l'origine, les micros sont tous des formats A. Donc, vous voyez là sur le dessin, il y a un micro qui est à l'avant à gauche, un peu en haut, l'autre qui est à l'avant à droite, un peu en bas, un qui est arrière droite, un peu en haut, arrière gauche, un peu en bas. Donc, quand on met son casque, c'est assez bizarre. Mhm. Mais aujourd'hui, la plupart des enregistreurs pro peuvent nous le faire écouter soit en stéréo, soit même le binauralisé. Donc, c'est plutôt Mhm. pas mal. Après, c'est passé en format B. Donc, le format Mhm. B, c'est par un calcul mathématique. Mhm. C'est un omni et puis un bidirectionnel devant-derrière, un bidirectionnel gauche-droite et un bidirectionnel haut-bas. Et à Mhm. partir de ça, il y a plein de plugins différents qui peuvent nous reconstituer plein de micros virtuels et on peut faire plein de choses. Mhm. Voilà pour donc la présentation que j'avais prévu de vous faire. Merci beaucoup. C'est très. Merci à toi, Vincent. Vraiment super présentation. Ben, j'ai essayé de Impeccable. condenser parce qu'il y a plein de gens intéressants qui ont plein de choses à dire. Voilà. Bien sûr. Merci. Tant qu'on était sur le format ambisonique, d'ailleurs, j'ai jamais su si c'était un C derrière ou un QUE. J'ai beaucoup cherché, j'ai trouvé les deux. J'ai Ben, vu QE en derrière. français, c'est QE et en Ah anglais, ben c'est c'est ça. un C. Très Voilà. bien. Ça fait Mais partie. D'accord. vous Euh, inquiétez- Jean-François, je ne sais pas si Jean-François a réussi à rentrer dans le Oui, forum, oui, s'il est je là. suis là, ouais. Je suis Bonjour là. Jean-François. Bonjour tout le monde, Eh bien, écoute, merci en tout cas d'avoir répondu à l'invitation. mais avec plaisir. On voudrait parler un petit peu, effectivement, revenir sur tout ce qui est format ambisonique. Alors, je voulais un petit peu qu'on soit très précis sur les différences de format A et de format B et quel est le format aujourd'hui qui est le plus utilisé au final. Alors, c'est très simple. Comme on a 4 microphones, on obtient 4 signaux. On appelle ça le format A. Et puis, une fois qu'on a dématricé ces 4 microphones, on obtient le format B parce qu'on va jouer sur les sinus-cosinus. Alors, la problématique du passage format A à format B, c'est qu'il existe des microphones qui ne comportent que le format A parce qu'il n'y a pas de décodage derrière. Et donc, à ce moment-là, il faut pouvoir passer en format B pour pouvoir l'exploiter après. Ou alors, on a des microphones qui sont fournis avec un boîtier qui permet à ce moment-là de transformer les 4 entrées microphones en format B. Et à ce moment-là, on peut commencer à travailler avec. Alors évidemment, après, il faut des outils soit hard, soit soft. Par exemple, chez Soundfield, il y a le SP451, qui est un rack 19 pouces que j'ai. Je ne sais pas si on est très nombreux à avoir ce système-là, mais le gros intérêt, c'est qu'on peut faire un décodage en temps réel, sans latence, du format B pour pouvoir l'exploiter après en 5.1, 6.1, 7.1, puisque la machine, on peut rajouter une petite carte pour avoir ça. C'est ça la différence entre le format A et le format B. Sachant que si on veut vraiment être rigoureux, à ce moment-là, il faut pouvoir optimiser le passage de A à B en tenant compte de la spécificité précise de chacun des micros. Et donc, à une époque, par exemple, l'Ambeo de Sennheiser, au départ, n'était pas optimisé en fonction de la nature spécifique de chacun des micros, parce que le vrai coïncident n'existe pas, puisque c'est un peu comme le Big Bang, il faudrait que les 4 micros soient intégrés dans un espace infiniment petit. Donc, on a forcément une légère distance entre les 4 capsules, et puis en plus, suivant l'appairage des capsules, on peut avoir des petites variantes. Et donc, l'idéal, c'est d'avoir un système permettant de passer de A à B, qui soit spécifiquement fait, qu'il soit soft ou hard, qui soit spécifiquement fait pour le microphone qu'on utilise, et bien entendu la marque et le modèle en question. C'est ça la différence entre D'accord, format A Jean-François. et format B. Alors, aujourd'hui, c'est plutôt le format B, je suppose, qui est utilisé le plus lorsqu'on Oui. fait, ou si je ne me trompe pas. Oui, alors c'est le format B parce que, alors quel est l'intérêt? Parce que pour compléter le magnifique programme que nous a fait Vincent sur cette espèce de synthèse globale pour comprendre un peu les différentes cases de ce qui existe aujourd'hui, parce que l'objectif, c'est bien de travailler sur le son enveloppant. Alors là-dessus, je vais juste prendre une minute pour faire une petite dérive. Pourquoi finalement on s'intéresse à ça? Parce que ce qui est le plus naturel, c'est nous.
toutes les dimensions, tous les outils qu'on utilise, ce n'est pas une finalité d'utiliser des systèmes de captation. C'est un moyen au service de quelque chose. Et l'objectif du quelque chose, c'est quoi? C'est de se retrouver dans une ambiance qui soit la plus naturelle possible. Alors, il y a des biais, on le voit dans ce que Vincent nous a exposé tout à l'heure. Il y a des systèmes qui sont plus intéressants pour ci ou plus intéressants pour ça. Il a cité par exemple la problématique du centre. Mais quel est l'intérêt de l'ambisonique? C'est d'être capable, dans un système qui soit extrêmement restreint, parce que le système MMAD de Mike Williams, bon, c'est intéressant, mais c'est déjà d'un certain volume, même si la croix IRT seule, elle est relativement petite. Et donc, on ne peut pas se balader dans des contextes où on a un sapin de Noël sur la tête. Et donc, l'ambisonique, il a le gros intérêt d'être un système hyper compact. Et comme les micros sont incrécidents, on peut décoder ça en post-production avec une incroyable liberté possible de la mono, de la stéréo, alors, du on binaural, parlera, du 5.1, 6.1, etc. Ce sera, Jean-François, l'objet effectivement du deuxième grand chapitre, en tout cas de ce meeting, c'est de faire parler la post-production. Pour en revenir au Soundfield, donc effectivement, c'est le côté extrêmement pratique, extrêmement léger. C'est un système dont on peut l'utiliser un peu partout, en documentaire, en fiction, etc. Donc ça, c'est clair. La grande question que je me posais à chaque fois, c'est 4 canaux, comment on écoute? Comment ça se passe pour l'écoute et comment on fait généralement? Voilà, pour savoir que cette ambiance va être retransmise fidèlement dans un système 5.1 ou etc. Voilà. Comment est-ce qu'on fait pour écouter à ce moment-là? Alors ça, c'est une vaste question parce qu'effectivement, à partir du moment où… Alors, juste pour le tout premier point que tu évoquais, il n'y a pas que Soundfield, il y a plein de marques Oui, bien sûr, qui tout à font fait. différents systèmes. Mais C'est le plus l'intérêt du connu, j'ai l'impression. coïncident, c'est l'hypercompacité. C'est une grande discrétion. C'est facile à mettre dans une bonnette. On peut se trimballer avec, y compris dans une jungle ou n'importe où, et dans des lieux publics où ça reste quand même assez discret. Parce que se balader avec l'ombrella de Mike Williams, bon, ça attire un peu les regards. Alors qu'un Soundfield, par exemple, ça m'est arrivé de faire des prises de son dans des gares où il y a une ambiance absolument incroyable. En posant le truc à côté, ça reste extrêmement discret. Alors, pour faire encore plus simple, il y a le nouveau Zoom, le HVR, la 3, qui est encore plus discret, qu'on peut poser sur un sac à main ou une valise à côté. C'est hyper pratique, même si ça n'a pas la qualité des systèmes qu'on cite. Alors, la problématique après, une fois qu'on a fait ça, c'est effectivement l'écoute. Alors, pour ça, il y a deux familles d'écoute. Soit le binaural, parce que si on transforme tout ça en binaural d'une façon ou d'une autre, un exemple, il y a à Lyon un duo qui s'appelle Sliding Words, les mots glissants, qui fait des concerts au casque. Et donc les gens écoutent avec un casque sur la tête, et comme ils faisaient des concerts au casque, le passage au binaural, c'est tellement facile que je leur ai dit, mais on va faire ensemble des sons en 3D. Et du coup, le gros intérêt avec le casque, c'est qu'on peut simuler une diffusion à 4, 8, 10, 12, 16 canaux avec le Smith Realizer. On a la possibilité maintenant d'avoir un système de reproduction au casque à 16 canaux, puisqu'on fait une prise d'ambiance avec des microphones dans les oreilles dans un lieu équipé avec X moniteurs. Et une fois qu'on a pris cette empreinte, on va conditionner le boîtier pour, au casque, entendre ça. Alors effectivement, avec un casque, on peut entendre autant de canaux qu'on veut. Le problème de ça, effectivement, c'est que c'est au casque. Sinon, si on veut écouter par définition autre chose que de la stéréo, on est condamné à avoir plusieurs enceintes ou plusieurs moniteurs. Le minimum, c'est 4. Système, ce qui est très compliqué, évidemment, en extérieur. Et ce qui est… Je me souviens, en 68, avec la chaîne stéréo de mon père, quand j'avais 15 ans, j'avais installé un haut-parleur devant qui était branché sur les 2+, et un haut-parleur derrière qui était branché sur les 2-, ce qui nous permettait à l'époque de faire une espèce de quadriphonie très artificielle. Oui. Et si on avait une bonne stéréo, à ce moment-là, ça donnait des trucs sympas. Tout à fait. On faisait jouer les phases en fait de manière acoustique. Voilà. Alors, le marché du home cinéma… Je vais juste te couper pour revenir tout à l'heure avec toi, Jean-François, parce que tu parlais à l'instant de système binaural et j'aimerais bien faire intervenir maintenant Lucie Ardouin. Je ne sais pas si Lucie est avec nous, si elle pouvait débloquer son micro. Juste une chose, avec Philippe, on avait fait un atelier à la SAE à Paris et on avait parlé de ça et il avait évoqué le film Odette sur lequel il avait utilisé un Soundfield pour des ambiances et c'était assez sympa. On va en parler, effectivement. Lucie, tu es là?
Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui, très très bien, hein, très très bien. Ah bah ouais, et en plus j'ai la vidéo, c'est super. D'accord, super. Bonjour Lucie, Bonjour, merci de merci en tout cas m'accueillir. d'être là. Merci d'être là. Et puis on va un petit peu parler maintenant de tout ce qui est binaural. Vaste question, qu'est-ce que le binaural, Lucie? Comment est-ce qu'on peut Qu'est-ce que le définir le binaural? binaural? Alors, moi, en tout cas, je le définis de façon très simple quand je le présente aux personnes. C'est notre écoute naturelle. Hein. Ce n'est pas une marque déposée, ce n'est pas une technique de prise de son particulière à la base. C'est juste notre écoute naturelle, bi-orale, liée aux deux oreilles. Donc, c'est la façon dont on entend. Au final, est-ce qu'on peut dire que c'est la manière la plus naturelle et la prise de son la plus logique, j'ai envie de dire, qui puisse exister? Alors, de mon point de vue, oui, c'est pour ça que je suis allée vers du coup, ces technologies-là il y a une quinzaine d'années. Ça fait une quinzaine d'années que j'expérimente. Mais d'un point de vue de l'éducation de l'oreille qu'on a mis en place depuis l'avènement de l'enregistrement, non, puisque en gros, au cinéma, ce qu'on recherche surtout, c'est la prise de son multimicro et plutôt monophonique en fait, sauf pour les ambiances évidemment puisqu'on parle de ça. Et ensuite on recrée un espace via donc le travail du monteur et du mixeur. On parle tout de même, alors tu disais effectivement d'un côté pardon, naturel de micro, mais quand j'ai un petit peu regardé le site, on parle beaucoup de sons tridimensionnels, d'avoir des sensations en fait 3D. Donc ça veut Bah, dire quoi en fait tout ça? tout simplement, c'est la réplication de notre écoute. Donc, nous, on entend en 3D. Donc, on va reprendre ce qu'ont dit les collègues précédemment. Donc, on retrouve avec nos deux oreilles le principe du delta I, hein, différence d'intensité entre les deux oreilles. Une source qui est placée ici à droite va arriver plus fort ici qu'ici. On retrouve le delta T, différence de temps entre les deux oreilles. Donc, une source qui est ici arrive plutôt ici qu'ici. Donc, c'est pour ça qu'on localise donc, la source à droite. Et en plus, on a la différence de spectre qui est due bien sûr à l'obstacle acoustique de la tête, les épaules, etc., mais surtout à la forme du pavillon. Et c'est le pavillon qui nous donne ce qu'on appelle les indices monoraux ou l'indice monoral, qui est le fait de pouvoir localiser en élévation. Donc les indices binauraux liés aux deux oreilles, delta I, delta T, et D'où l'indice référentiel. l'utilisation certainement beaucoup de têtes artificielles en fait. Voilà, je vais y venir si vous voulez. En fait, j'avais pas prévu en fait, j'ai des supports de cours tout simplement parce que j'interviens dans pas mal d'écoles pour parler des technologies binaurales. Donc, je préparais là, c'est pour ça que j'étais en train D'accord. d'enlever On y quelques reviendra diapos. si tu Non, veux, c'est bon, Lucie. c'est Oui, prêt, il n'y a aucun d'accord. problème. Donc, Et alors, vous. oui, pardon. Vas-y, je t'en prie, continue. Bon, juste en fait, dans la vie de tous les jours, on est d'accord, on entend en 3D. Si on ferme les yeux, enfin, si on ferme les yeux, c'est plus compliqué quand même parce que la vue nous aide. Hein, en passant, c'est ce qui va expliquer aussi certains écueils du binaural, le fait notamment qu'on ait du mal à stabiliser des choses devant. Il ne faut pas oublier que nous, pareil, hein, dans la vie de tous les jours, si on ferme les yeux, on a des confusions avant-arrière qu'on va retrouver dans le binaural. Bref, en tout cas, voilà, quand on nous appelle, derrière, on se retourne, on entend bien les avions en l'air, etc. Donc, tous ces indices-là sont retransmis par la forme de nos oreilles. Je vous ouvre du coup je partage un écran peut-être pour un. Alors, je ne sais pas du coup s'il faut que je me mette. Vous cliquez simplement sur partage d'écran. Ouais, c'est ça, mais il faut que j'enlève les autres trucs ouverts. C'est bon, il n'y a rien. Hop, et d'abord, quand même, on parlait de tête artificielle. Donc, moi, j'ai décidé de avec ma tête Neumann. Hein, voilà, au moins, il n'est pas chiant. Hein. Qui est en fait la tête Neumann? Je crois qu'il y a quand même un certain nombre d'années qu'elle a été développée. Oh, bah oui, il y a bien, moi je dirais il y a plus d'une vingtaine d'années. Je ne sais pas s'il y a un représentant Neumann ici, mais moi je l'utilisais déjà quand j'étais étudiante à Brest dans les années 2002, à l'ISB maintenant, mais c'était la MST Imagestion de Brest. Et on avait déjà une KU100 à l'époque. Et avant, de toute façon, il y avait la KU80 qui existait. Donc voilà. Mais justement, je vais venir sur un petit historique. Donc, du coup, je passe. Alors, partager mon écran. Voilà. Et là, je partage ça. Tac. Est-ce que… Parfait. Ouais, impeccable. OK. Tac. Donc, alors, quand on parle de binaural, on parle de prise de son en natif, binaural natif, qui est pour moi le binaural bio, propre. Non, j'exagère, mais c'est ce qui m'intéresse en fait. C'est ce qui va… Je préfère en gros travailler la mise en scène sonore et utiliser soit des micros dans les oreilles, soit une tête artificielle, donc la tête Neumann en l'occurrence, qui est pour moi la meilleure sur le marché aujourd'hui.
Soit on fait de la synthèse binaurale et du coup, la synthèse binaurale, alors ça peut être très pratique en bout de chaîne, comme l'expliquait juste avant, qui parlait juste Jean-François. avant? Merci, voilà. Pour binauraliser du contenu multicanal quel qu'il soit, et notamment les deux grands copains aujourd'hui, de mon point de vue, c'est le binaural et l'ambisonique. Donc le binaural vient comme outil, comme décodeur en fait, ambisonique, voilà. Mais faire de la créa en synthèse binaurale, je ne suis pas convaincue. Je l'ai fait, je vous en parlerai, mais c'est moins naturel, ça marche moins bien. Voilà. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, il y a pas mal de gens qui se lancent dans le podcast sonore, qui vont du coup utiliser de la synthèse, mais ils vont galérer au niveau de l'immersion pour tout ce qui va être ambiance naturelle. Donc moi, ça fait 15 ans que je collecte. J'ai pas mal d'ambiance que je vends du coup au Canada parce que voilà, j'ai pas cherché de plateforme en France. On allait passer au champ d'application un petit peu plus tard, effectivement, tous les champs d'application liés à ces types de prise de son. D'accord. Bon, je vais aller dans l'ordre, pardon. Okay. Non, pas de souci. Un petit historique. Donc, déjà, peut-être tout le monde connaît André Charlin. Je ne sais pas si on dit Charlin, Charline. Voilà, qui utilisait 2 omnis séparés par un coussin. Et je me permets juste de faire une parenthèse par rapport à ça, par rapport au sondage que vous avez envoyé tout à l'heure. Du coup, c'est un AB cardio dont vous parliez dans la liste et pas du grand AB, enfin pas du AB omni, quoi. Oui, tout à fait. Oui. Tout à fait. D'accord, ok. Parce que j'ai cliqué sur ça et en fait, moi, c'est plutôt AB Omni et c'est dommage, il ne figurait pas dans la liste en fait. Voilà. Oui, c'est vrai, effectivement, ma faute. Et le MS en documentaire pour les mêmes raisons évoquées précédemment aussi. Voilà. Donc, du coup, qu'est-ce que ça fait de rajouter un obstacle acoustique entre deux omnidirectionnels? On va garder les qualités. Enfin, moi, je trouve que c'est des qualités, mais la transparence de l'omnidirectionnel et du grand AB notamment, qui permet d'avoir une belle profondeur, un bel espace, etc., mais qui n'est pas très bon en stabilité azimutale. Donc, j'entends bien localiser les sources dans l'espace gauche-droite stéréophonique, alors que les couples en delta I stabilisent cette localisation. Du coup, on met un obstacle acoustique, ça ramène du delta I dans le delta T, pour toutes les longueurs d'onde qui vont être du coup inférieures ou égales à la taille de l'obstacle. Bref, donc c'est un peu aussi le principe du binaural. Voilà, une tête qui vient séparer 2 capsules et en plus la prise en compte de l'élévation grâce au pavillon. C'est vraiment le pavillon qui permet la localisation en élévation. Vous voyez que ça ne date pas d'hier puisque une des premières têtes fabriquées c'est 1933. Alors j'ai mis que quelques dates clés là, mais en fait, comment dire, le binaural intéressait d'abord les gens, les chercheurs, les psychoacousticiens pour comprendre les mécanismes de l'oreille humaine. C'est arrivé là, aujourd'hui, ça explose en audiovisuel et puis en multimédia, etc. Mais ce n'était pas l'objectif premier, bien que ça fait, je sais pas, je pense que dans les années 60, on faisait déjà de la prise de son musicale en binaural. On le voit sur des pochettes d'albums de musique classique où on voit carrément des têtes artificielles dessus. Ensuite, alors ça, c'est juste... Bon, voilà moi comment c'est intéressant parce qu'effectivement, on est quand même aussi... Ouais. Oui. Pardon, allez-y. Pardon. Non, ce que je disais, c'est que c'est intéressant parce que là aussi, il faut parler à un moment donné de système de diffusion, c'est-à-dire d'utiliser un certain type de prise de son, mais également pour quelle diffusion au final. Et le binaural, c'est vrai, par rapport peut-être à d'autres systèmes, il serait intéressant de savoir comment l'adapter en fait à un traditionnel 5.1 par exemple. Non, du coup, non, ça ne s'adapte pas. Non, le binaural, faut bien penser, quand on part dans une production binaurale, c'est pour le casque. Sinon, on rentre dans le compromis. Et donc ça, je crois que c'est très intéressant, très intéressant que les gens puissent le savoir. C'est essentiellement, en tout cas pour toi, Lucie, c'est pour du casque. Voilà, de l'écoute si on veut bien faire les choses, oui. C'est-à-dire, on parle de workflow, tout ça. On nous fait une commande en nous disant… Moi, je refuse maintenant quand on me dit… Je l'ai expérimenté sur des tournages. Quand on me demande, voilà, moi, je veux un tournage et je veux que ce soit compatible mix binaural pour le casque et mix 5.1 pour les salles de cinéma et stéréo, non, c'est pas possible en fait. On va être dans le compromis pour chacun des systèmes de diff et on ne va pas s'y retrouver. Donc, soit on a plusieurs équipes de tournage, soit on fait un tournage traditionnel et on fait de la synthèse en post-prod. Mais du coup, la synthèse, on va passer à côté de tout ce qui m'intéresse moi dans le binaural, c'est l'externalisation des sources, enfin la distance en fait en dehors du casque, la sphère d'intimité et l'élévation. Le 5.1,
Alors, je vais un peu vite là, puis j'ai plein de trucs à dire. Du coup, je suis pas dans. Enfin, Oui, bon, et puis en plus, il y a beaucoup de gens qui veulent aussi intervenir, Lucie. ah, Mais bon. non, mais c'est très intéressant. Vas-y, continue, je t'en Mais je prie. pense qu'ils vont avoir peut-être des réponses au fur et à mesure. Alors, juste, je vous montre cette diapo-là parce que bon, Oui. le 5A, moi, c'est un système que j'aime pas. Je suis désolée, je le dis, qui est absolument pas Merde. fait pour notre. Je suis désolée, c'est pas fait pour notre écoute humaine. Je préfère largement la quadriphonie ou, par exemple, de l'octophonie si on veut l'élévation. Donc, un sound cube, par exemple, pour moi, c'est beaucoup plus pertinent. La notion de scène frontale en musique me dérange puisque c'est quelque chose qui est lié à un écran au cinéma et notre écoute naturelle est à 360 degrés. Il n'y a pas de hors-champ sonore qui existe. Le hors-champ est lié à une image. Tout est in dans notre écoute. Donc voilà, donc c'est un système qui me dérange, qui en plus stabilise une écoute frontale qui est déjà stabilisée à la base dans la vie de tous les jours. C'est là où on ne localise pas bien sûr les côtés. C'est là où on a besoin de haut-parleurs et il n'y en a pas. Et puis bon, voilà, toute la polémique autour de le son, faut qu'il sorte de l'écran, pas de son derrière, etc. Moi, je partage pas ça. Et ça C'est-à-dire reste que que mon point de toi, vue. par rapport à l'expérience cinéma, donc traditionnelle, c'est-à-dire celle d'avoir un centre derrière un écran, etc., tu penses que ce système-là n'est pas manque de naturalité en quelque sorte, c'est qu'il y a un vrai, ce qui n'est pas nécessaire en quelque sorte. C'est qu'on veut nous plonger dans une salle de cinéma. C'est pas du son immersif, c'est du son surround. Surround en anglais, ça veut dire qu'il nous entoure. Et il nous entoure, oui, un petit peu. Le son 5.1 nous entoure, effectivement, mais il ne nous enveloppe pas en tout cas. Il ne nous immerge pas. Voilà. Bon, c'était la petite parenthèse. Je préfère une belle stéréophonie, par exemple. Donc la stéréophonie, on va avoir effectivement du son devant entre les deux haut-parleurs. Le binaural, donc plutôt au casque pour avoir. La stéréophonie au casque fait qu'on a une écoute dite interorale, intracrânienne, entre les deux oreilles. Et même si on met des réverbes, etc., on n'aura pas la sensation dite d'externalisation des sources qu'on va trouver avec le son binaural. Je m'explique. Quand on écoute du binaural au casque, on n'a pas toujours l'impression, en tout cas quand le binaural est bien fait et que ça correspond à la forme de nos oreilles, etc., on y reviendra, on a l'impression que le son est en dehors du casque. C'est pour ça que les gens peuvent se retourner. Oh là, il y a quelqu'un qui frappe à la porte. Non, en fait, c'est dans mon casque. Je suis bluffé, c'est marrant. Enfin bref. Voilà, donc le son est beaucoup plus à l'extérieur, mais je représente la sphère avec quand même un frontal écrasé parce que malheureusement, ça bloque ici devant. Alors, on peut l'expliquer de plusieurs manières. Moi, je pense que c'est quand même fortement lié à la vue. On ne veut pas avoir, je prends l'exemple de la boîte d'allumettes là sur Internet qui pourtant marche bien. On ne veut pas avoir cette boîte allumettes qui passe devant nous alors qu'on ne la perçoit pas. Et puis encore une fois, je vous dis, les confusions avant-arrière, on les a dans la vie de tous les jours. Si vous fermez les yeux et qu'on vous claque dans les mains pile poil dans l'axe médian ici entre vos deux oreilles, moi je le fais avec les étudiants, il y en a 2 sur 3 qui entendent le son derrière, même dans des lieux traités acoustiquement. Et ils sont bluffés par rapport à ça. Après, le binaural, on peut. Donc, je viendrai sur les histoires de devant, comment stabiliser le frontal. Enfin, voilà, il y a des méthodes qui existent, mais malheureusement réservées à la synthèse pour le moment. Après, le binaural, je ne suis pas en train de dire qu'il ne marche pas sur haut-parleur, ce n'est pas on-off. C'est juste que quand vous allez diffuser du binaural sur un haut-parleur, vous allez avoir un double traitement d'oreille, c'est-à-dire que vous allez avoir les HRTF, donc Head Relative Transfer Function, c'est-à-dire les fonctions de transfert des oreilles, on en a une par oreille, c'est ça qui permet l'empreinte spatiale, donc qui va être captée à la prise de son, et quand on va rediffuser des haut-parleurs, sur haut-parleurs, ces indices de localisation vont être interprétés comme du déphasage, et donc une altération du spectre, du filtrage en peine, etc. Et du coup, on aura un double traitement, un HRTF, parce qu'il y aura nos oreilles aussi qui vont réceptionner le son qui nous arrive. Alors, ça ne veut pas dire, du coup, voilà, il va y avoir du détimbrage. OK, après, ça fait quand même une jolie ambiance assez large, au-delà de la norme ITU, 30 degrés de part et d'autre de l'axe médian, pour la stéréo. On n'a pas d'élévation, effectivement. Et on peut appliquer ce qu'on appelle un traitement dit transoral. Alors là, c'est un peu, je ne vais pas rentrer dans les détails, l'idée c'est juste d'annuler les trajets croisés, donc la contribution du haut-parleur droit à l'oreille gauche et du haut-parleur gauche à l'oreille droite. On le fait en synthèse avec des filtres, mais ça ne marche pas toujours très bien. Et puis du coup, ça impose vraiment un hotspot hyper étroit. Dès qu'on bouge un peu la tête, ça bascule. Je ne vois pas l'intérêt d'être figé au milieu d'une écoute stéréophonique. Autant mettre un casque. Si c'est pour que ce soit une écoute individuelle, autant être au casque. Voilà. Lucie, parce que comme on a quand même pas mal de gens à faire intervenir, j'avais quelques questions quand même avec toi pour après te revenir vers toi. Mais je voudrais faire parler aussi Bergam.
Ouais, bien sûr. Pendant les questions, je fais juste dérouler, comme ça les gens Oui, peuvent bien lire. sûr. Je voulais faire intervenir Berga, notamment sur les systèmes multicanaux. Je voudrais savoir pour toi, Lucie, quels sont les principaux champs d'application de tes prises de son en fait, Ouais, très binaurales? bien. Eh ben, alors, je vais y venir. Juste, pour l'instant, Oui, effectivement, il n'y a pas de bouquin, il n'y a pas de recette de comment écrire avec le son binaural. C'est pour ça que, et d'ailleurs, Bergam participe aussi à pas mal de créations son binaural. C'est que les gens qui ont pu expérimenter depuis plusieurs années, on est là aussi pour aiguiller les gens sur comment écrire. Et voilà, bon, on pourra en parler des heures, mais il y a la voix qui est intéressante, de passer de la voix intracrânienne, la voix à l'extérieur du coup de la tête, la sphère de proximité. Donc ce qui est écrit là, c'est important de jouer là-dessus. Et les exemples d'application, tac, donc ça c'est différentes têtes. La synthèse binaurale, bah, du coup, je passe. Voilà. Les plugins, ah tiens, ça ne devait pas être là. Bon, les plugins qui existent de synthèse. il faudrait Les qu'on outils. fasse un meeting entier Hop. sur sur le Bah ouais, moi je peux binaural. vous en parler pendant 4 heures si vous voulez, avec grand plaisir. Donc voilà, alors, le spectacle vivant, moi je trouve ça hyper intéressant en natif, c'est-à-dire qu'on D'accord, va complètement bouleverser, mais c'est des niches hein, plutôt, mais moi je suis désolée, mais je défends les niches, donc je vais vous parler de ça. bien sûr, bien sûr. Ça m'intéresse là le fait de carrément changer le point d'écoute de l'auditeur. L'auditeur passe le 4e mur, il se retrouve dans l'espace scénique, ça peut déranger beaucoup de comédiens. Moi, je trouve ça hyper intéressant. Et le public est assis en face, et donc on a un point de vue dissocié du point d'écoute, et le comédien s'adresse à une personne dans une écoute collective. Et ça, je trouve ça super de bouleverser les codes de cette manière-là. Oui, tout à fait. Donc, je vous ai montré ça. Moi, je respecte profondément le travail de Pascal Rueff, mon mentor du son binaural et mon ancien prof, qui est domicilié dans le 22. Alors, je vous précise juste que tous les gens qui font du bino sont en Bretagne, c'est comme ça. Voilà. Et donc, moi, je suis au Cap Sizun. Et lui, il fait du spectacle vivant, il fait plein de choses. Il développe des outils aussi avec Fechter Electronic. Je vous invite à aller voir ses sites internet. Vous tapez sonbinaural.fr, je crois, pour lui. Après, en musique, il y a eu plein de choses et il y a plein d'artistes qui s'y mettent. Mais là, je vous montre volontairement des choses qui ne datent pas d'hier, où on voit des têtes artificielles sur les pochettes et on voit bien que les pochettes sont un peu vintage quand même. Ce n'est pas des trucs récents. Bon, bien sûr, hein, les Pink Ça Floyd. revient à la mode, ça revient à la mode. Ah, peut-être. Les Pink Floyd en ont fait. Bon, Pearl Jam a un album binaural, mais c'est pas top. Mais bon, voilà, il date un petit peu aussi. Il doit avoir 10-15 ans, je ne sais plus. Bien sûr, dans les jeux vidéo, vous irez voir France Culture aussi qui avait fait un jeu vidéo. Mais du coup, sans images. Et donc, le problème, encore une fois, du binaural, c'est les inversions avant-arrière qu'on peut donc stabiliser soit par l'individualisation de l'écoute, c'est-à-dire la prise en compte de la forme de vos oreilles, parce qu'on a tous des oreilles différentes, donc on entend tous différemment. Et plus vous êtes proche, plus vous écoutez du binaural avec une paire d'oreilles proche de la vôtre, c'est pour ça que la Neumann a un truc un peu, ça marche moyennement bien parce que ça correspond à peu près aux oreilles des gens. Et puis il y a aussi tout un truc à l'intérieur. Il a presque un cerveau, ce Georges Neumann, enfin la tête artificielle, la KU100. Donc pour stabiliser l'écoute frontale, soit on prend en compte l'individualité de l'écoute, sinon le fait d'utiliser un head tracker sur son casque et donc de compenser les micro-mouvements de tête, ça aide aussi à récupérer du frontal. Voilà, c'était la parenthèse. Du coup, le jeu de France Culture qui est chouette, on se paume dans les directions parce que on nous appelle devant et souvent on entend derrière, donc voilà, ça marche moyennement bien. Dans les web-séries, l'audiovisuel, ils s'y mettent aussi, ça date de 2016. Celle-ci, Tout ce qui est son à l'image. Voilà, alors son à l'image, moi je ne suis pas convaincue du coup, sauf si on passe par la synthèse, qu'on fait de la prise de son traditionnelle. Juste après ton intervention, je vais essayer de poser la question à quelques personnes de post-production, voilà, qui ont déjà eu affaire à de la prise de son. Ouais, j'aimerais bien si quelqu'un pourrait intervenir, s'il vous plaît, si des gens ont déjà eu des expériences d'avoir du bino, d'avoir du binaural pour un mixage donc dédié à la fiction à l'image. Ce serait bien si vous pouviez intervenir. Et même si je peux ajouter, parce que peut-être on peut aussi utiliser, moi j'utilise le binaural, j'avoue, pour faire des ambiances en cinéma, donc je fais de la quadriphonie avec une tête binaurale et un XY devant placé à une certaine distance. Et j'aimerais bien savoir, si, au moins pour les ambiances, qu'est-ce qu'ils en pensent les mixeurs cinéma d'utiliser par exemple le bino pour les arrières et le XY devant ou un ORTF devant. Est-ce qu'ils préfèrent avoir des ambiances décorrélées complètement entre l'avant et l'arrière? Enfin, c'est des choses qui me questionnent et qui m'intéressent.
Voilà, et juste un petit bilan. Là, il y avait la série Calls aussi. Un petit bilan où on peut trouver le bino et un truc un peu récent. Il y a tous les copains, moi, qui font de la qui est intégré maintenant dans les ear monitors, et ça, c'est super intéressant. Ça va? Oui, on a eu une coupure. On a une coupure. D'accord. En fait, Klang, et c'est carrément intégré à des consoles de retour de scène. Ça permet aux musiciens de pouvoir, au ear, en stéréo bien sûr, placer leurs copains dans la sphère auditive, et du coup, c'est beaucoup plus intelligible, quoi. Et ça, on devrait l'appliquer. Là, on est en train de faire une conférence sur Zoom. Voilà, si on pouvait tous se placer là, tant qu'on est à des endroits différents en synthèse binaurale, et pour tout ce qui est plateforme de téléconférence, ce serait vachement plus intelligent. Je ne sais pas quand ça va arriver. Et je remercie en passant aussi DPA qui est quelque part ici, qui a enfin Christophe sorti. Bonneau. Qui a enfin sorti. Alors c'est 4051, je ne sais plus, c'est ça, le petit casque avec les deux micros. Réussi, c'est le 4560. 4560, voilà, ouais. merci. Donc une paire de 4060 que tu connais depuis des années et que tout le monde connaît. Ouais, mais du coup, c'est cool parce que moi, je vous avais rencontré à l'équipe de DPA il y a 15 ans au Satis, et ça fait 15 ans que je demande un système de ce genre-là parce que je me galère à mettre les 4060 dans les oreilles. Et enfin, merci, au bout de 15 ans, merci. Voilà, bon, un petit résumé ici de ce qu'on peut faire. C'est pareil pour les entraînements militaires, c'est utilisé, amélioration de prothèses auditives. Il y a plein de choses qui traînent sur le net là-dessus. Moi, ce qui m'intéresse, c'est là la niche, partage d'ambiance, d'expérience, création sonore. Donc, podcast radio, évidemment, ça explose. Et puis, alors, le binaural s'est démocratisé, une parenthèse, parce qu'on a voulu faire du contenu multicanal binauralisé. Et qu'en gros, comme on s'est rendu compte que les gens, alors c'est pas pour l'amour du son qui s'est démocratisé, on s'est rendu compte que les gens consommaient de plus en plus d'images sur des tablettes et des smartphones, et qu'ils écoutaient avec des casques large membrane et plus des petits écouteurs. Donc, on s'est dit comment compenser la miniaturisation de l'image. On va utiliser une augmentation de la sphère auditive et donc la binauralisation de contenus multicanaux. Voilà comment ça s'est développé. Des petites photos avec Bergam, ici un stage qu'on avait fait ensemble à l'INA en multicanal. Voilà. Et puis, les outils encore qui existent pour le binaural. Anaglyph est gratuit. Moi, je viens de faire une démo l'été dernier pour eux. C'est le CNRS qui développe, avec Brian Katz notamment. Il y a des défauts, mais ça marche pas mal. Donc, vous pouvez tester. Il est sympa. On le voit ici, Anaglyph, dans les outils de synthèse. Hop, c'est là. En plus, c'est une femme qui est représentée sur le plug. Voilà, je vous remercie. J'ai été peut-être un peu longue, je suis désolée. Non, mais Lucie, merci beaucoup, génial. Et puis, je reviendrai vers toi de toute façon, si tu peux rester encore avec nous. Merci pour cette petite présentation. Avec plaisir. Je voudrais savoir, y a-t-il éventuellement des personnes de post-production qui pourraient parler un petit peu sur leur expérience? On a parlé du Soundfield, du format B, l'ambisonique avec Jean-François. Et puis, on vient de parler du système donc binaural. Est-ce qu'il y a des gens de la post-production qui éventuellement voudraient intervenir sur d'éventuelles expériences? Non, apparemment personne n'a eu d'expérience. Moi, je veux bien intervenir. Henri Michel. Bonjour Henri Michel. Bonjour. En fait, moi, je veux vous partager une petite expérience que j'ai eue pour un tournage il y a quelques années pour un film en 360 degrés. Donc, c'est un tournage pour lequel la caméra est en fait un double objectif. Donc, c'est deux fisheye collés l'un à l'autre. Et l'idée, c'est que le spectateur regarde ce film avec un masque de réalité virtuelle. Et puis, l'action avec les comédiens se passe tout autour de ce point central. Et donc, il fallait une prise de son qui permette de suivre les mouvements de tout ce qui se passait autour. Donc, si quelqu'un parle à l'arrière du spectateur, il faut que le comédien soit perçu à l'arrière. Et donc, tout le monde avait des cravates, donc on a virtualisé les déplacements. Mais pour l'ambiance, il fallait un système qui donne une sensation binaurale à l'écoute, mais qui ne soit pas du binaural à la prise, puisque le binaural est fixe, c'est 2 micros. Et il nous fallait un système qui, lorsque on appelle à l'arrière, si le spectateur se retourne, il fallait que le son
change et Tout que à le fait. point de vue reste collé à l'image. Tout à fait. Et en faisant quelques recherches, on C'est s'est presque ce aperçu… qu'on appelle la monodirigée, en quelque sorte. Bah, pas tout à fait, parce qu'on voulait vraiment l'ambiance sonore. C'était le film se passait dans un hôpital bombardé, donc il fallait vraiment, il y avait du son qui venait d'un peu partout. Et donc, ce qu'on a fait en cherchant, ben, on s'est aperçu que le format de diffusion sur YouTube, Oculus, ce genre de choses, fabrique un binaural au départ d'un format B. Donc, dès qu'on prend un micro format B et qu'on le met au point visuel, donc à l'endroit de la caméra, eh bien, on a nos trois axes. Donc, on a le W qui donne l'ensemble, la mono, et puis on a les trois axes avant, latéral et puis vertical. Et ensuite, eh bien, on peut, grâce à ça, on retrouve à peu près tous les mouvements et c'est assez bluffant, ça marche assez bien. Ce qui veut dire que si quelqu'un appelle, un comédien passe derrière le spectateur, le comédien est à une place bien précise et lorsqu'on se retourne, eh bien, on le retrouve. Je dirais que par rapport au Dans la binaural… pratique, qu'est-ce que ça veut dire dans la pratique? Comment l'installation s'est faite, Alors, Henri? c'était un double MS. Moi, j'ai choisi le double C'est un MS. double MS, d'accord. Voilà. Alors, je peux vous montrer. Je vais essayer de partager mon écran Mhm. et je vais vous montrer. Je ne sais pas si vous voyez mon… Est-ce que vous voyez le plugin? Alors, il faut que tu appuies sur partage d'écran et que tu Ouais. choisisses quel document tu souhaites partager. Voilà. Attendez, parce que là, il veut. Voilà, je l'autorise. Alors, il ne veut pas. Non. Bon, j'ai un problème d'autorisation. Mais en gros, Ok. donc, on se retrouve pratiquement avec un double MS. Donc, en fait, le double MS, c'est un binaural quasiment natif, puisque un cardio, comme tout le monde le sait, c'est un omni et un bidirectionnel qui Tout sont à à fait. niveau égal. Donc, si on fait une somme de deux cardios face à face, enfin, dos à dos, on retrouve un omni. Et si on fait une différence, on retrouve un bidirectionnel. Donc, avec deux cardios, on a déjà la première partie du format B. On met un deuxième bidirectionnel, donc qui est le S d'un couple MS, et on retrouve l'axe latéral. Et simplement, donc, dans le plugin WMS de Shops, par exemple, on voit très bien, on arrive à vraiment orienter les axes très simplement par un simple jeu de niveau entre les différentes composantes. C'est assez bluffant. Enfin, il y a sans doute d'autres personnes de post-prod qui peuvent parler de ce Merci système. Henri de cette intervention. Je voudrais qu'on parle un petit peu avec Bergame Perriot. Bergame, je voulais voir avec toi, donc là on arrive à des systèmes maintenant multicanaux, un petit peu plus conséquents. C'est ce que disait tout à l'heure Vincent. Toi, tu utilises quand même pas mal de différents systèmes. Alors, je voudrais savoir, y a-t-il aujourd'hui des systèmes multicanaux qui sont plus utilisés que d'autres, en fait? Et pour quelles applications? Alors, écoute, vous m'entendez là? C'est bon? Oui, très bien. Ok. Les applications sont diverses et variées. Je pense que de toute façon, chacun va trouver Ça un veut dire système. qu'il y a des systèmes qui sont spécialisés dans telle et telle application? On peut prendre différents exemples. Par exemple, c'est sûr que quand on fait la prise de son seul, on est moins embêté par l'occupation du système, le volume donc, du système. Donc là, on est assez tranquille et on peut sans problème fabriquer des ambiances avec un centre, par exemple. Alors que sur un plateau, si on veut faire un peu d'ambiance, on va avoir beaucoup plus de contraintes. Donc, c'est sûr qu'une Croix IRT, c'est un système qui est assez un peu plus compact et qui est simple à mettre en place. On peut aussi envisager un système encore plus compact, comme ce qui avait été fait sur les Coupes du Monde de football, l'ORTS Orange. C'est un système qui est encore plus compact et qui va être mis en évidence pour ces applications-là. Donc après, voilà. Après, il y a des cas pour lesquels on ne peut pas aussi utiliser des systèmes en fait pertinents comme ça, et on va devoir séparer les microphones. Moi, je fais pas mal de captation de musique et donc du coup, il y a plein de cas où non, on ne peut pas ni mettre de pied en fait au sein du public, ni suspendre. Enfin, on pourrait suspendre des fois, mais ça prend tellement de temps de suspendre un système d'ambiance que en fait, on va rapidement suspendre 4 microphones
sous forme de carré. Alors souvent, le carré, c'est quelque chose qui fonctionne bien parce que il peut nous amener donc l'enveloppement qu'on recherche. Et c'est vrai qu'on va pouvoir donc le mettre en place assez facilement. Donc, Est-ce que dans ces choix, Bergam, est-ce que dans ces choix par rapport aux différents champs d'application, est-ce qu'il y a au moment donc de décider d'un système une réflexion en termes d'écriture sonore? Est-ce que c'est ça qui va définir, c'est-à-dire en dehors évidemment de ce que tu disais à l'instant, des contraintes qui sont celles de parfois physiques, de ne pas avoir la possibilité de mettre tel et tel micro, mais est-ce qu'il y a derrière un choix de système par rapport à une réflexion en termes d'écriture? Pour moi, les critères qui reviennent toujours en premier, c'est les sensations d'espace. Pourquoi on va sortir un système donc, multicanal? C'est pour aller capter en fait une ambiance avec et pouvoir ressaisir en fait l'espace qu'on entend quand on va faire la prise de son. Donc du coup, pour moi, c'est le premier critère, c'est redonner l'espace à travers le système d'ambiance. Voilà. Après, ça, c'est le critère numéro 1. Voilà. Pour moi, c'est le critère numéro 1. C'est redonner, que ce soit de toute façon sur un système d'écoute 5.1 ou 3D ou même sur du binaural, c'est de redonner la sensation d'espace qui est assez complexe parce que déjà, elle repose sur aussi la sensation de distance. Si on ne peut pas en fait redonner une sensation de distance dans notre ambiance, on va être limité en termes de qualité d'écoute, d'image sonore. C'était une question, je fais juste une petite parenthèse, si tu veux bien, Bergam, parce que c'est la même question que je voulais poser à Lucie. C'est pour cette raison-là qu'il ne fallait pas qu'elle parte, Lucie, mais je crois qu'elle n'est pas partie. Est-ce qu'il y a une réflexion en termes d'écriture sonore pour le binaural, Lucie? Est-ce que vous m'entendez? Très, très bien. Ok, je vais enlever les écouteurs. Est-ce qu'il y a une réflexion? Oui, en termes d'écriture, est-ce qu'à un moment donné, il y a, par rapport à un choix de position, un choix de point de vue, est-ce qu'il y a derrière en fait une réflexion sur l'écriture sonore en fait? Pour moi, complètement. C'est-à-dire que ce qui serait bien de mettre en place justement pour tout ce qui est podcast, pour les personnes qui ont envie de se mettre au son binaural, c'est de faire comme un piano à quatre mains, c'est-à-dire un auteur qui écrit qui écrit en fonction du son spatialisé, un peu comme en musique électroacoustique où on prend l'espace comme paramètre compositionnel. Là, c'est pareil, on va enfin, je parle en tout cas en natif. En natif, on va passer du temps comme un couple stéréo à positionner son système de prise de son et à répartir les sources sonores autour en fonction aussi de leur spectre, en fonction de leur intensité, en fonction de ce qu'on veut raconter, de jouer sur les plans sonores. Voilà, il y a toute une narration en fait à composer avec l'espace. Et pour le moment, on tâtonne, ou du moins, quand on expérimente depuis longtemps, on sait ce qui fonctionne moins. Et du coup, un peu comme en musique classique, si je parle juste de l'enregistrement musical, par exemple, on va passer plus de temps à faire des prises qu'à prendre en multipoint des instrumentistes pour ensuite recréer un espace en post-prod. On crée l'espace à la prise. Et donc, pour la fiction sonore aussi. Et pour le cinéma, le son à l'image, je vous dis, moi, je ne suis pas convaincue parce que en son à l'image, pour moi, ce qui peut fonctionner, en natif, je parle, c'est soit ça va être le point de vue subjectif, soit on va évoquer le rêve et donc se permettre d'avoir des sons qui arrivent autour de nous, soit la maladie mentale, par exemple, soit le souvenir. Mais en cinéma d'auteur, je ne vois pas l'intérêt. Hormis pour prendre de l'ambiance, mais on va rester en prise de son multi-micro, et dans ces cas-là, on fera éventuellement de la synthèse binaurale pour proposer un mixage objet d'un mixé en binaural pour le casque, mais le casque sera juste un outil de monitoring, enfin le binaural sera juste un outil de monitoring et pas d'écriture à ce moment-là. Voilà. Merci Lucie. Bergam, lorsque toi, et juste après, je voudrais faire intervenir une personne de post-production. Bergam, lorsque toi, on te demande d'éventuellement d'intervenir pour des prises d'ambiance de fiction, donc son à l'image, qu'est-ce que toi, généralement, tu utilises dans ces cas-là comme système de prise de son multicanal? Alors, les fictions à l'image, moi, j'en fais pas en général. Donc, c'est plutôt des captations VR. Donc,
Bon, ce qui est en quelque sorte du son à l'image, mais oui, pas en fiction traditionnelle, c'est ça. En fait, je mets toujours après, ça va dépendre des contraintes, hein, toujours. En fait, encore des contraintes, oui. Voilà, donc c'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où on peut mettre en place de la captation de son seul, là, on est beaucoup plus libre et pouvoir choisir un système qui va aller plus loin en termes de restitution et qui va pouvoir aussi intégrer un centre. Dès lors qu'on va intégrer un centre, forcément, le système va être beaucoup plus imposant. Mais sinon, voilà, en fonction des contraintes, très souvent, et ça arrive, en effet, on va plutôt choisir des systèmes quad, comme une micro-IRT qui marche très bien, quoi. Donc, Qui marche très bien. Voilà. En revanche, j'utilise rarement, pour la captation d'espace, j'utilise rarement des systèmes qui sont coïncidents. En revanche, les systèmes coïncidents, je vais utiliser quand on va plutôt capter des mouvements circulaires, des choses comme ça, parce que ce sont des systèmes qui sont intéressants pour donc la localisation, de façon circulaire. C'est les histoires de delta I, delta T, de exactement, précision. On revient exactement à la même chose qu'en stéréo. Tout à fait. C'est-à-dire que au RTF ou XY, pourquoi au RTF, pourquoi XY, quoi. Donc, il n'y a rien qui a changé pour moi sur la partie 3D. C'est la même loi, quoi. Merci Bergam. Est-ce que Olivier Dohu, tu es là, je crois? Olivier, salut Olivier. Tu as déjà vu, toi, des ambiances de type multicanal, des 5.0, des 5.1? Est-ce qu'on t'a déjà mis en mix ce type? Et je voulais avoir ton avis par rapport à ça. Déjà, ton avis par rapport au workflow en général. Est-ce que c'est compliqué d'intégrer ça? Est-ce que, voilà. Le workflow. À intégrer, non, c'est pas compliqué. C'est très intéressant là ce qu'on dit, tout ça. J'entends tout ce que vous dites et tous les systèmes AB, tout ça fonctionnent extrêmement bien. Moi, j'ai été formé par Albert Larracine, Mac Williams à l'école, et il y avait une espèce de religion de l'RTF AB, et ils avaient même développé avec l'INA des choses où la stéréo était vraiment leur dada, mais ils étaient très, très, très bloqués sur le système AB. Et ils voulaient même prendre les directs en système AB et tout ça. Mais le truc, c'est que dans une salle de cinéma, il y a un espace d'écoute qui est très grand. Et ce qu'a inventé Ray Dolby avec d'abord le système 4 points et ensuite le 5.1, c'était pour que, en fait, ça marche pas très bien le centre virtuel au cinéma. Si on prend des dialogues au couple AB, ça flotte sans arrêt, on ne sait pas très bien où on est. Et l'image ne le supporte pas bien. En tout cas, c'est un rapport à l'image, en fait. Tu parles du rapport à l'image. Hein. Le rapport à l'image, c'est essentiel quand on fait du cinéma quand même. La voix de l'acteur, la présence de l'acteur et tout ça, si ça se met à flotter, tout ça, c'est un petit peu compliqué. Et donc, moi, j'ai jamais été très fan des prises de son, par exemple, pour les dialogues qui sont en stéréo directement, y compris des MS où on finit par resserrer tellement que ça devient du mono. Par ailleurs, sur les histoires de binaural et tout ça, il y a peut-être un système maintenant qui va être qu'on va développer, je pense, c'est le Dolby Atmos. Et peut-être qu'on va pouvoir recréer des choses qui correspondront un peu au binaural, même si ce ne sera jamais exactement du binaural. Pour les ambiances, moi je suis assez fan, j'en ai un derrière moi là, du double MS. Parce que je trouve que c'est stable. Enfin, l'image qu'on a au cinéma est assez stable et assez cohérente entre ce qu'on a devant et ce qu'on a derrière. Ce qui est compliqué au cinéma, c'est d'obtenir, quand un mixage est réussi, à mon avis, c'est qu'on a à la fin la sensation que c'est un seul son, tout ça. La musique, les ambiances, les bruitages, les paroles, tout ça vient d'une seule source. Alors que c'est complètement faux, puisque ça vient de 250 sources différentes. Les bruitages, les ambiances, les effets, les musiques, tout ça. Et ce qui est compliqué, c'est d'arriver à avoir un truc suffisamment cohérent pour ne pas entendre un film à gauche et à droite, avec des ambiances qui seraient trop larges, et puis
les ambiances du direct qui seraient au centre. Ça, on entend très souvent des trucs décorrélés que je trouve, moi, qui m'agace un peu. Et Alors, par ailleurs, en dehors, Olivier, je te coupe par rapport à tes recommandations là. Est-ce que ce je sont. dis que je ne sais pas des recommandations, c'est ce que moi je crois. Voilà, c'est ce que j'allais te dire. Ce n'est Parce que pas une recommandation. En dehors de ça, est-ce qu'il y a donc, ce sont avant tout des considérations techniques, c'est-à-dire de problèmes notamment de phase et des choses comme ça, ou est-ce que ce sont des considérations artistiques, c'est-à-dire toi tu aimes plutôt utiliser tel et tel système, et en l'occurrence le MS? C'est plutôt des considérations artistiques. J'ai rien contre les autres systèmes. Je trouve qu'un AB qui fonctionne bien, il n'y a pas de souci de phase, sur deux des choses enceintes, comme ça. et quand on est bien placé surtout. C'est ça le truc du AB. Si on est bien placé, c'est magnifique. Si on est placé à gauche ou à droite de la salle, ou trop derrière ou trop devant, c'est trop large. Si trop derrière, c'est trop peu large. C'est assez difficilement reproductible. Alors que physiquement, quand le son sort de l'enceinte voulue, c'est beaucoup plus facile d'être à gauche, à droite, mal placé dans une salle de cinéma, et ça fonctionne encore. C'est pour ça qu'on a inventé ce système. Il n'est pas idéal du point de vue théorique sur le son, mais il est bien pratique pour transmettre le son dans une salle de cinéma où il y a des gens, il y a 200 personnes, il y en a des à gauche, à droite, il n'y a pas un seul point d'écoute. Il y a beaucoup ça. Et puis, alors, pareil, et pour finir, je finis très vite, Oui. Je trouve que la cohérence du double MS, le double MS, c'est formidable, parce que tout est cohérent, quoi. Mais j'avais essayé sur la religieuse de faire des prises de son, puisque j'ai eu la chance de faire une semaine de prises de son d'église, de silence, de choses comme ça. J'avais pris 2 choses. Un Decatri de DPA, avec des micros très chics, très chers, des 40-46 qui étaient comme ça sur un arbre qui faisait 2 mètres, et puis un double MS. Et ben, je me suis rendu compte à la fin, puisque j'ai mixé le film aussi, que c'était beaucoup plus facile d'intégrer, de faire croire que tout ça était un seul son en intégrant les autres sons et tout ça, avec le double MS qu'avec les sons doublés en. Quand tu dis c'était plus facile, on est encore bien d'accord que tu parles d'artistiquement, c'est-à-dire que tu avais une sensation vraiment, oui. C'était pas plus Alors facile. Que c'était très beau. Oui, c'était très beau en double MS, les ambiances étaient magnifiques, mais elles n'étaient pas avec le film. Elles n'étaient pas avec le direct, elles n'étaient pas avec le reste, quoi. Voilà. Merci, et puis, merci Olivier. Oui, vas-y Olivier. Voilà. Le dernier système, il me semble que le double MS est formidable pour les ambiances qui sont à diffuser, les fonds d'air, les vents, la plage, tout ça, où ça donne un espace relativement cohérent. Et puis, pour les ambiances, je ne sais pas moi, de foule, enfin disons d'effets, plus à effet. Et moi, je suis plus attiré par le LCR, quoi. Traditionnel. Philippe Van der Bridge, comment vas-tu en Belgique? La Belgique va bien? Hop, voilà, le micro est ouvert. Ça va bien. Philippe, bon. Alors, ton avis, et puis savoir aussi, est-ce que toi, tu pratiques les prises de son de type multicanal? Est-ce que tu as des systèmes? Est-ce que tu en as déjà eu l'expérience? Et avoir ton avis par rapport à ce qu'on a pu entendre entre les systèmes ambisoniques, les systèmes un petit peu plus costauds, je dirais multicanaux, et effectivement le système un petit peu plus traditionnel binaural. Alors donc, comme je disais dans une précédente conférence, j'ai acquis en 90 un Agrate D avec 4 canaux et un Soundfield ST250 qui était vendu par Audiophile ou Calrec, je ne sais plus. Et j'ai commencé à travailler en format B, donc il y a 30 ans. Alors, c'était très intéressant parce que comme je gérais à cette époque-là principalement une sonothèque, ça permet de capturer des ambiances sans faire de choix, puisque quand on prend un micro mono, on le tourne dans une direction, il entend dans cette direction-là. Si on prend une stéréo, on le met dans une certaine position et il n'entend pas derrière. Donc, enfin si parfois, mais bon. Et donc, je trouvais ça commode de reporter les choix pour après, ne sachant pas ce qu'on allait en faire.
Maintenant, pour répondre à une de tes questions, j'avais fait un film, Odette Tout le Monde, de Éric Emmanuel Schmitt, qui avait été mixé par le regretté William Flageolet, Oui. qui n'aimait pas le système MS. Et j'avais noyé le poisson cette fois-là en enregistrant toutes les ambiances avec le Soundfield en format B. Le monteur son, je lui avais installé un décodeur dans sa salle de montage et William avait reçu les explications. Et je suis très content d'avoir reçu par après un message en disant qu'il était content d'avoir découvert le système et que ça avait bien fonctionné. Donc, alors, ce que je voulais dire, qui est peut-être plus intéressant, c'est que en documentaire, il m'est arrivé dans une scène qui était complètement improvisée, c'est-à-dire que le film s'appelle Yiddish Soul, l'âme yiddish. Il est disponible quelque part sans mot de passe si vous cherchez. On avait rencontré des musiciens dans plusieurs pays qui chantaient les mêmes chansons. Et un jour, pour Arte, on les a réunis à Bruxelles pour un concert, mais avant ça, on les a fait se rencontrer, faire connaissance dans un cabaret qui était fermé, il y avait qu'eux, mais ils avaient leurs instruments de musique. Et j'ai mis sur la perche le Soundfield en format B et on a enregistré tout ce qui s'est passé avec ça. Pourquoi? Parce qu'on ne savait pas qui allait intervenir, il y avait des impros, il y a des gens qui allaient chanter ensemble, donc les centres d'intérêt n'étaient pas définis au moment où l'événement se passait. Il y avait 2 caméras, et donc là aussi, on ne peut pas faire un choix cohérent si on ne sait pas quel axe sera choisi. Donc, c'est un peu lourd pour le perchman, mais ça lui fait du bien. Non, c'était mon fils, donc pour ça que j'en ris un peu. Donc, c'était un peu lourd pour le perchman. Et en post-production, on a pu, avec le système S-Zone, donc dans Pro Tools, dans Nuendo, vous pouvez choisir et refaire n'importe quel micro en mono, n'importe quel système stéréo coïncident ou du 5 points. C'est très pratique, hein, c'est vraiment un système très complet. C'est vraiment très pratique. Voilà. Alors, ce que je voulais dire, c'est que la mise en œuvre du Soundfield, effectivement, bon, il existe le SPS 200, il existe l'Ambeo, il existe un système et le système Rode. J'oublie, il est derrière moi en fait, par là. Ces systèmes sont très sensibles aux manipulations et au vent, puisqu'en fait, on a tous les axes de vibration et les micros sont exposés dans toutes les directions au vent. Donc, la mise en œuvre est un peu complexe. Il faut disposer de très, très bonnes suspensions et d'un coupe-vent bien conçu. Ces coupe-vents bien conçus, ces bonnes suspensions n'existent pas pour tous les modèles de micros que je viens de citer, pour des raisons politiques ou commerciales ou simplement, voilà, il serait trop compliqué à concevoir pour très peu de micros. Donc, voilà, c'est ce que je voulais dire. Après, par rapport à l'écoute, je voulais préciser, parce qu'il y a plein de choses intéressantes qui ont été dites, on est souvent immergé dans un champ sonore quand on fait ces prises de son en surround, et l'écoute au casque ne nous permet pas, même si c'est décodé, même si c'est matricé, ne nous permet pas d'avoir une bonne idée de ce qu'on est en train de faire. Donc, moi, j'ai oublié l'idée d'avoir une écoute qui ressemble à ce qu'on aura par après. Je m'assure qu'il n'y ait pas de défaut, mais je sais qu'on entend mal en fait quand on est, je sais pas, à côté d'une source sonore. J'ai enregistré, je sais pas, des blindés, des avions, des voitures, dans des voitures qui font pas mal de bruit. Bon, ben le casque, il nous laisse entendre très peu de choses en fait, sauf si on met le niveau à fond, mais on va pas le faire pour se protéger un peu les oreilles. Donc voilà, il y a pour moi une difficulté pour le monitoring quand on utilise ces systèmes, puisqu'on n'a que 2 oreilles et que si on arrive à matricer ou à mouliner quelque chose, on n'entendra quand même pas bien. Voilà, donc Merci, par Philippe. rapport, oui, j'ai encore un autre truc à dire, c'est par Vas-y, rapport à la tête artificielle. Bon, dans la vraie vie, la tête, elle bouge tout le temps et cette tête artificielle ne bouge pas. Quand on bouge la tête et qu'on écoute au casque, on entend l'image sonore qui bouge aussi.
Donc, pour moi, il y a une limitation à ces systèmes et ils s'appliquent effectivement à des réalités virtuelles quand il y a un tracking de la tête. Voilà, je crois que j'ai à peu près dit ce que je voulais dire, mais Merci, Philippe. effectivement, on a pas mal expérimenté. Il y a quelque chose d'amusant historiquement, c'est que je vous ai dit, j'ai commencé il y a 30 ans et ça fait seulement 3 ou 4 ans qu'il y a un intérêt réel pour ces systèmes parce Oui, que c'est vrai. parce qu'il y a les J'allais en parler avec Jean-Marc Letel. Je les crois que fameux Jean-Marc casques. Letel est avec nous. Voilà. Merci, Philippe. Jean-Marc Letel, je ne sais pas s'il est là. Si je peux juste faire une toute petite incursion pour Oui, compléter ce oui. que disait Philippe Oui. et compléter ce que Oui, vous avez oui. dit. Pour revenir avec le double MS, que moi j'aime beaucoup, vous l'aurez compris, en fait, on s'affranchit de ce problème d'écoute de l'ambiophonique, puisqu'on se retrouve à peu près dans le même genre de couple, qui nous permet en tout cas le même processing en post-prod, sans l'élévation, mais en tout cas on a le même champ à 360, mais on a une possibilité d'écoute avec un simple décodeur MS quand on travaille en double MS. Voilà, c'est ce que je voulais ajouter pour compléter ce que disait Philippe. Merci, Henri. Est-ce que Jean-Marc est là, Oui, éventuellement? je suis avec vous. Bonjour, Jean-Marc. Salut. Moi, je veux bien revenir sur cette petite question qui circule depuis un petit moment sur le monitoring parce que Oui, ben oui, c'est le problème de l'écoute. Voilà, dès le départ, j'avais soulevé un petit peu cette question. Alors, oui, c'est une espèce d'arlésienne qui revient fréquemment, alors que pour la première fois de notre vie de preneur de son, on ne se bat pas contre un signal replié. C'est-à-dire que d'habitude, on passe notre temps à entendre des choses qui vont bien, et puis le micro, il n'ira pas à cet endroit. Alors, on doit compenser nos systèmes de diffusion en plaçant les micros ailleurs. Donc, on a un casque, donc on a des outils. La première vraie nouveauté dans tout ce qui est captation multicanal, c'est que pour la première fois, on peut se faire confiance. Pour la première fois, la vraie position d'écoute, celle qui ne nous trompera pas, c'est celle où nos oreilles disent que c'est bon. Donc, en fait, on n'a pas besoin de casque à ce moment-là. Juste vérifier que les canaux arrivent bien sur les machines, point barre. Le reste, la seule vraie bonne position, c'est celle que va nous dicter notre tête. Je suis un petit peu de cet avis-là, l'avis avec Jean-Marc, quand je fais des prises de son de plus de 2 micros traditionnels, tout simplement, je suis là pour vérifier la bonne qualité des pistes et que techniquement tout se passe bien, mais je fais confiance aussi à mes oreilles. Et puis surtout, il y a aussi une chose au final qu'on peut dire, c'est qu'on essaye, on est là aussi pour essayer une prise de son, et puis si finalement celle-ci ne fonctionne pas, eh bien, écoutez, ma foi, on en fera peut-être une autre à un autre endroit et des choses comme ça. Mais je suis de cet avis-là qu'il faut faire confiance aussi à son écoute. Et si on connaît bien ses micros et si on a bien choisi ses micros, bah, normalement, on a de grandes chances que ça puisse bien fonctionner. Jean-Marc, je voulais également te poser la question, est-ce que, comme le disait très justement Philippe, ça fait déjà très longtemps que les systèmes multicanaux existent de prise de son. Toi, tu t'es intéressé à ça depuis déjà pas mal d'années. Est-ce que maintenant, au fil de tes expériences, et puis est-ce que tu as vu se dégager un système de prise de son qui se détache un peu plus que les autres dans le champ d'application de la fiction? En fait, je ne pense pas que ça soit comme par ce bout-là qu'il faut prendre le problème. On a vu des systèmes différents parce qu'on est tous des gens différents. Enfin, non, on n'est pas si différents que ça. On est des Français, marqués avec notre culture française. Les systèmes, ils viennent de part à travers le monde et on n'a jamais assez mesuré le poids de notre apprentissage et le poids de notre histoire dans notre goût. C'est-à-dire qu'on aime des systèmes en fait parce qu'on baigne dedans depuis qu'on est petit et qu'on a appris à faire avec et notre goût s'est forgé. Vous donnez un message sonore à un Anglais, vous le donnez à un Français, il n'en fera pas du tout la même chose parce que depuis qu'il entend sa langue de naissance, il se comporte différemment avec le son. Donc, en fait, ce qu'on est en train de se dire aujourd'hui, c'est qu'on a des systèmes qu'on connaît plus que d'autres parce qu'on les a plus pratiqués. Et de temps en temps, on entend des espèces de flashs dans les conversations, comme Vincent qui dit « Ah ben moi, j'aime bien changer un petit peu. » Ben oui, parce que d'un seul coup, quand tu changes un petit peu tes angles, tu n'es plus forcément français. Tu peux devenir allemand, tu peux devenir hollandais. En fait, tous les pays ont essayé de trouver le meilleur système. Tous les gens ont essayé de trouver la chose qui leur convenait le plus. Et en fait, à chaque fois, ça renvoie à ce que
toi tu es profondément à ce que tu aimes. Donc il n'y en a pas un qui peut se sortir. Il y a que des systèmes dont on a appris les défauts. Ça serait plus intéressant aujourd'hui de se dire, tiens, ben, moi j'ai contourné tel défaut de tel système. Donc il n'y a que des systèmes dont on a appris les défauts et avec lesquels on a fait des qualités. Il y a aussi bien évidemment la contrainte, je pense, de la taille, de savoir comment on peut réussir à manipuler, je suppose. Pas complètement, si je peux me permettre, parce que en fait, tout à l'heure, il y avait dans cette discussion une phrase qui était totalement juste. Ce qu'on a appris de la stéréo, c'est la même chose sur le multicanal. Et oui, quand on a appris la stéréo, on a appris qu'il y avait une espèce de ligne entre précision de localisation et grandeur d'espace. Il se trouve que les gens qui aiment la précision de localisation, ils utilisent des systèmes XY qui sont d'un côté. Il se trouve que ceux qui aiment la grandeur d'espace, ils aiment des systèmes grands et décorrélés, ils sont à l'autre bout. Et puis voilà, chacun va pouvoir placer son système au milieu de cette ligne. Il se trouve que de façon un tout petit peu complexe pour faire aimer à des Français des systèmes coïncidents, les Français sont à une extrémité de la ligne, les inventeurs du système coïncident sont à l'opposé de cette ligne. Donc voilà, c'est ce chemin-là qui fait que on trouve que des systèmes grands c'est meilleur, parce qu'on est français, que le rôle d'un ingénieur du son en France, c'est de rendre le signal plus beau. Tu dis ça à un Anglais, il éclate de rire. Un Anglais lui dit, moi, mon seul boulot, c'est de mettre les choses où elles sont. Je ne suis pas à te rendre un système plus beau. Olivier Dehuit, tu es d'accord avec ce que dit Jean-Marc? On peut avoir les deux. La beauté au cinéma, c'est quand même important. C'est pas faux en plus. Hein. J'ai aussi entendu effectivement de ce type de réflexion. Il y a quand même aussi une certaine école française et puis un certain héritage de l'esthétisme sonore, je pense. Absolument, oui. Et donc, effectivement, c'est pas faux. Jean-Marc, je voulais rajouter un petit truc sur ce que je disais tout à l'heure sur les systèmes 5.1. Il faut se rappeler que dans le système 5.1 traditionnel, les arrières ne sont pas filtrés de la même façon, ne sont pas diffusés au même niveau. Donc, il y a un truc qui n'est pas tout à fait juste. C'est pas, même si on écoute le front du MS ou l'arrière du MS, ne sera jamais reproduit pareil à la diffusion. Faut se rappeler de ça quand même. D'accord. Jean-Marc, toi, par rapport, donc, comme on disait, de ton expérience sur l'exploration de la prise de son multicanal, est-ce que tu sens ces dernières années un intérêt plus important, en fait, pour ces systèmes-là, par rapport, en fait, aux différents champs d'application dont on a pu parler tout à l'heure, entre la vidéo, le cinéma? Est-ce que tu sens vraiment un intérêt plus important? Si on est une centaine à être là rassemblés, c'est certain que ça doit être vrai quelque part. Après, je ne sais pas ce que dit un marché. En tout cas, voilà, moi je sais que c'est quelque chose qui a transformé ma vie. Je ne fais plus du son comme je le faisais avant. Au lieu de me battre pour m'approcher des choses, je m'en éloigne. Ça, c'est dû uniquement à la prise de son multicanal. Merci en tout cas, Jean-Marc, pour ton intervention. Merci beaucoup. On va bientôt terminer, et je voudrais juste qu'on termine par d'éventuels échanges d'expériences. Est-ce qu'il y a des ingénieurs du son parmi vous qui font régulièrement, voire absolument sur tous les films, sur toute la partie, non pas que la partie fiction, est-ce qu'il y a des gens parmi vous qui font de la prise de son multicanal à chaque film? Est-ce que c'est quelque chose qui est devenu une habitude? Est-ce que quelqu'un souhaite intervenir par rapport à ça? Il n'y a pas grand monde qui fait de la prise de son sur chaque film. Donc, on est plutôt sur des histoires de prise de son stéréophonie. De toute façon, c'est vrai que je voyais tout à l'heure par rapport au sondage, on l'a vu. Yves Capu, peut-être Yves, tu veux intervenir? Un mot, oui, bonjour. Salut. C'est chouette comme débat, et puis tant de gens intelligents, c'est top, quoi. J'avais essayé, moi, sur les documentaires, de faire à peu près systématiquement des prises de son en multicanal, en créant un système qui allie, je ne m'étendrai pas là-dessus, mais qui allie
qui prétendait allier la prise de son coïncidente et la prise de son AB, parce que j'avais fait un doc sur lequel le paysage sonore était assez remarquable. J'étais que en mono à l'époque. Et je m'étais dit qu'il fallait essayer de retranscrire cette atmosphère en surround, l'atmosphère dans laquelle étaient les personnages. Et il y avait évidemment un lien entre les personnages et le lieu où ils vivaient. Et je voulais le rendre le plus accessible possible, ce lien. Et du coup, le tournage s'était interrompu, je suis rentré, j'ai regardé ce qui se faisait en ambitionique, etc. C'était très cher et puis je me sentais vraiment pas à l'aise avec ce système que je ne comprenais pas. Voilà. Et donc je me suis dit comment je pourrais faire. Et donc j'ai fait un assemblage, une association de micros avec un AB pour l'arrière et un MS pour l'avant, sommairement. Bon, j'ai réalisé beaucoup de prises de son comme ça, beaucoup, qui donnaient un résultat sympa, très très beau. En fait, le résultat était beau parce que les ambiances étaient belles. Le système lui-même, je pense que n'importe quel système aurait donné un résultat intéressant. En plus, bon, je trouve que comme c'était un assemblage de micros, j'avais pu choisir des micros que je connais bien. J'ai fait un assemblage autour des Neumann que j'utilise préférentiellement, ce qui me mettait d'autant plus à l'aise pour l'utiliser. Et comme c'était en documentaire, j'avais fait cet assemblage aussi de sorte qu'il puisse être utilisé en run and shot, quoi. C'est-à-dire tout tenait dans une seule bonnette. La bonnette était attachée à la sangle de l'enregistreur. Je pouvais l'utiliser d'un seul geste, ou à peu près, quoi. En fait, en vérité, pas tout à fait, mais à peu près. Et c'était aussi très bien pour pouvoir faire de la prise de son sur round au sein d'une équipe, parce que ça aussi, c'est un problème quand on fait du son à l'image. C'est qu'on ne travaille pas seul, on travaille avec une équipe, même si en documentaire, elle est réduite. En fiction, je ne vous en parle pas. Et là, il faut quand même une prise de son sur round, quel que soit le système, il faut quand même, de mon point de vue, de ma petite expérience, il faut réserver du temps pour ça. On peut le faire comme ça au débeauté, c'est possible, c'est toujours possible, hein, mais le résultat est très incertain. Si on veut, on ne peut jamais garantir, mais si on prétend arriver à un résultat précis, avec une ambition précise, un objectif de résultat clair, il faut dégager du temps pour le mettre en place. Voilà. Donc j'ai maintenant foultitude d'ambiances faites avec ce système que j'ai mis un petit peu de côté maintenant parce qu'on m'a volé un micro et que du coup j'ai plus le micro, mais j'ai plus les micros nécessaires pour ça. C'est une bonne raison. Oui, j'attendrai d'avoir les moyens de le racheter. Je pense que je le remettrai en place parce que c'était un système à la fois très simple et je crois assez sympathique, quoi. Voilà, ma modeste expérience. Merci Yves. Xavier? Oui, bonjour. Moi, je fais beaucoup de documentaires et je travaille essentiellement en double MS systématiquement. C'est vraiment un système, j'ai l'impression, voilà, qui est pas mal utilisé par beaucoup de gens et une personne de plus qui donne son témoignage maintenant, Xavier. Oui. Parce que la mise en œuvre est très pratique et très facile et ce qui est surtout très intéressant, c'est qu'on peut passer d'une interview à une ambiance sans avoir à dézinguer tout son système et prendre autre chose, etc. Puisque on garde moi j'ai un double MS avec un CMIT. Donc, en fait, je garde le CMIT sur mes interviews et puis, j'ai 5 minutes, je pars faire une ambiance et c'est très, très efficace. Le seul problème qu'on a avec ce système-là, c'est qu'il faut que toute la chaîne suive jusqu'en post-prod. Donc, si vous mixez pas le film ou si le mixeur ou le monteur son ne suit pas les bonnes recommandations, le double MS n'est pas bien décodé, etc., ça pose des problèmes, enfin ça pose des problèmes, ça n'en pose pas vraiment, enfin le système disparaît, quoi, parce qu'il est, hélas, le MS est relativement peu connu, le double MS encore moins, surtout par les monteurs images. Donc il faut faire attention à ce que les choses ne se perdent pas en post-prod. C'est le principe. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui il y a une vraie demande de la part de la post-production d'amener des prises de son de ce type-là, multicanal et autres? J'ai pas l'impression que ce soit une demande de la post-prod, j'ai plutôt l'impression que ce soit une volonté de l'ingénieur du son, en fait. La post-prod, ils savent pas trop quels sont les formats qu'on utilise. Hélas, quand on voit la manière dont les gens d'image, j'aime pas trop les critiquer, mais
la manière dont ils écoutent les sons qu'on leur procure, on sent bien que ce soit du mono, de la stéréo, que tout soit hors phase, etc. Ils entendent pas grand-chose en fait de ce qu'on leur propose. Donc il faut être derrière, en fait. Il faut beaucoup être derrière, je pense, pour que les choses arrivent jusqu'à la fin, quoi. Jean-Marc, tu voulais intervenir, Jean-Marc, juste? Non, c'était pas bon. On me dit que Jean-Marc voulait intervenir. Bon, bah alors c'est pas toi. D'accord. Olivier, c'est vrai ça? Donc la post-prod n'est pas en demande actuelle. Il n'y a pas une véritable demande de Non, ce non, je type dirais pas ça, moi. d'ambiance? Non, on est fan. Au contraire, moi Mais je je dirais parle pas que. de la post-prod son, hein. Évidemment, la post-prod son, Oui, mais je parle de la post-prod image enfin, sur le documentaire, quand on n'a pas beaucoup d'accès au son, enfin, à la finalité du son, tout passe par le monteur image qui, lui, n'a pas de demande particulière en général. Enfin, c'est mon peut-être. ressenti. Alors, moi, ce que je sais sur les monteurs, c'est que la plupart d'entre eux, ceux que je connais en tout cas, savent que ce qu'ils entendent, c'est pas ce qu'ils vont avoir. Quand ils ont de la stéréo, ils l'utilisent pas forcément, mais ils savent qu'après, on va l'avoir en stéréo. En tout cas, pour ceux que je connais, ils le savent. Ouais. Et ils attendent l'étape où on va pouvoir enfin l'entendre. Souvent, c'est même le cas. En fiction, oui, mais en documentaire, c'est plus rare, j'ai peur. Enfin, C'est plus compliqué. mon expérience. Jimmy, comment ça va? Jimmy Martin, Oui, ça va très bien, ça va très bien. Bah, encore non, il une n'y a pas, belle. non, il y a pas de, voilà, il y a eu énormément d'échanges. Il y a certaines personnes qui auraient voulu poser des questions à Sennheiser. Je ne sais pas si Jocelyn, si Olivier ou bien André, si vous êtes Ouais, je suis là. présent. Je suis là, Jimmy. Jocelyn, tu avais une question? Oui, bonjour à tous. C'était une question d'ailleurs un peu globale qui concerne Sennheiser et tous les fabricants de manière générale. C'est que depuis tout à l'heure, quand on parle miniaturisation, on parle évidemment un appel à des capsules un peu moins nobles, puisque c'est des capsules à petite membrane, petite membrane entre guillemets. Et je me demandais s'il y avait des développements chez tous les constructeurs et après en particulier chez Sennheiser par rapport à l'Ambeo de microphones avec des capsules entre guillemets plus nobles que celles utilisées actuellement. Alors, c'est Olivier de Sennheiser. Donc effectivement, donc il y a eu, on a entendu parler il y a quelque temps sur le souhait effectivement de faire un VR mic avec des capsules plus issues éventuellement de capsules Neumann ou de MKH. Mais pour le moment, en fait, on n'a pas de nouvelles sur ce projet-là. Je vais essayer de me renseigner, je vous tiendrai au courant. Et juste, je vois dans le chat pour un hypothétique MKH 8030, non, il ne verra jamais le jour. Désolé. Super. Pour terminer sur une note positive. Voilà. Merci Olivier. Jimmy? T'en prie. Il n'est plus là, Jimmy, ici. Si, je suis là, je regardais un petit peu, Il n'y avait mais rien non, d'autre. non, il n'y a pas de questions. Tout le monde a pu répondre aux questions, aux différentes questions. Il y a eu des échanges, énormément d'échanges. Moi, je serais d'avis de faire une partie 2, hein, parce que c'était fortement intéressant. Il y a beaucoup effectivement de sujets que l'on a traités qui nécessitent une partie 2. Il faut absolument que je rassemble tout ça. Moi, je voulais quand même vous donner aussi mon point de vue. Je suis un petit peu… j'utilise assez peu ces systèmes, donc je ne fais assez peu du multicanaux. J'ai en fait dans mes souvenirs au tout départ de ma carrière, lorsque j'étais beaucoup en post-production pour voir ce qui se passait, je m'étais beaucoup inspiré de certaines personnes qui notamment me disaient qu'il est toujours intéressant de proposer à l'arrière en fait des éléments différents, en fait d'ambiances différentes, et ce qui fait que je reste avec mon petit tripiste, parce que je pense que par contre le centre reste quand même intéressant. Donc j'utilise effectivement soit une stéréo avec une perche, soit effectivement le tripiste avec le centre, et généralement une seconde ambiance ou pas trop loin, etc., que je vais enregistrer de la même manière pour proposer en fait quelque chose d'autre pour les arrières. Voilà, quelque chose d'autre pour les arrières, parce que j'avais la sensation, moi, par rapport à l'expérience que j'ai pu avoir avec certains mixeurs et certains monteurs, d'avoir souvent entendu « Tiens, je vais changer les arrières pour augmenter ci et augmenter ça et faire quelque chose de différent ». Donc, finalement, je suis resté dans cette idée-là. Peut-être que je devrais un peu plus évoluer.
et aller maintenant utiliser des systèmes qui me permettent en une seule captation de tout de suite fournir les informations nécessaires pour les arrières. Mais donc il faut que je travaille, il faudrait peut-être que je travaille là-dessus. Voilà en tout cas. Stéphane, j'ai une question pour toi de la part d'une demande de Julien. Alors, toi, tu places où tes ambiances raccords? Tu privilégies plutôt un côté artistique C'est ou un vrai qu'on choix réaliste? n'a pas parlé, des différents choix d'ambiance raccord, notamment avec Olivier Dehu. C'est toujours compliqué de choisir le bon endroit et surtout parfois le bon moment pour faire une ambiance sonore, mais je pense qu'il est devenu maintenant presque obligatoire de faire une ambiance sonore en même temps qu'on fait les directs. Je pense que c'est quelque chose qui est très pratique, très utilisé par la post-production pour un tas de raisons d'ailleurs, non seulement pour pouvoir faire, entre guillemets, je pense, du bouchage, ou en tout cas arriver à retrouver un son qui s'est passé, peut-être un accident qui s'est passé pendant, mais en dehors de ça, même pour des raisons aussi de qualité d'ambiance et des côtés artistiques. Donc faire une ambiance en direct, dans ces cas-là, évidemment, moi, alors peut-être que je me trompe, hein, mais Olivier, le gendarme, est là, il va me dire si c'est bien ou pas bien, mais j'essaye aussi de séparer un maximum, évidemment, le direct de l'ambiance le plus possible, puisque, comme le disait tout à l'heure Olivier, des prises de son, des directs, de la voix, etc., en même temps, de choper ça sur les ambiances, ça colle pas. Et en plus, elles ne seront dans ces cas-là inutilisables si on souhaite les utiliser à d'autres endroits de la séquence. Donc ça, c'est typique. Donc il faut vraiment l'éloigner un maximum et trouver un endroit totalement isolé. Et puis après, j'ai trouvé ça super. Hein. Pardon ? J'ai trouvé ça super ce que tu faisais là-dessus, par exemple. Oui. Je me souviens d'une séquence de café très chargée parce que c'est dans Paris et les voitures passent et tout ça. Et tu avais foutu le couple d'ambiance à l'extérieur. Tout à fait. Qui, moyennant une petite correction, me permettait de le foutre à l'intérieur simplement. Et ça a été extrêmement pratique. C'était magnifique. C'est de l'ordre plus du pratique, en fait, notamment pour la partie post-production. Non, c'est aussi de l'ordre de l'esthétique. Et puis après, il y a de l'esthétique. On retrouve ça aussi pour les autres versions, sans avoir les dialogues dedans. C'est vraiment. Voilà. Et ensuite, et puis effectivement, après, si on a le loisir et si on a la possibilité, surtout de pouvoir bien faire des prises de son. Voilà, des vraies prises de son ambiance, et là peut-être avec plus de micros, plus de choses en même temps, et d'arriver à trouver la bonne place. Mais je reste persuadé que le problème d'écoute est un faux problème. Je pense qu'à l'endroit où on se situe et qu'on sent les choses, et ça c'est aussi l'expérience, je pense, à un moment donné, c'est de se dire que là, voilà, cette ambiance-là peut être intéressante. Ça raconte en fait l'histoire aussi qui est dans le scénario, dans la scène, dans le moment. Et donc, le reste n'est que pour moi technique, manipulation, volume, réglage de niveau et des choses comme ça. Donc, je pense que voilà, donc ça, c'est les deux grandes méthodes que j'utilise pour ramener des ambiances auprès de la post-production pendant les directs et évidemment le plus possible et évidemment après par la suite. Je ne sais pas s'il y avait des personnes qui souhaitaient intervenir avant qu'on mette un terme. Oui, Jean-François Beau. Bonjour je l'ai mis Jean-François. dans les textes, rebonjour. Pourquoi les caméras auraient une incroyable liberté de se positionner dans l'espace et le son ne pourrait pas avoir aussi une capacité de créativité? Alors, c'est vrai qu'au niveau du son, en post-production, on peut faire beaucoup de choses, mais on l'a évoqué par rapport à cette prise de son que tu avais fait en mettant un microphone dans la rue pour avoir l'ambiance de rue. Je trouve qu'il y a une espèce de fascisme de l'image, entre guillemets, qui se donne une liberté absolument incroyable et que le son, ce soit toujours difficile, complexe, où la marge de manœuvre, sauf cas particulier, elle est plus faible. Ça, je ne comprends pas ça. Alors, il ne s'agit pas comme disait Pierre Gamet, Jean-François, comme disait Pierre Gamet, l'image est reine et on n'y changera jamais rien. Oui, et elle restera reine. Il ne s'agit pas d'avoir un son qui donne le roulis et le tangage, mais juste un exemple. Et on l'avait évoqué dans le Forum international du son multicanal au niveau d'une prise de vue d'un petit orchestre de jazz. Et il y a des moments, il y avait un travelling qui permettait de couvrir l'ensemble des instruments.
Et le son, il était stéréo, entre guillemets, fixe, il n'y avait aucune variation. Je ne comprends pas pourquoi, quand on fait un zoom sur un instrument, on ne pourrait pas bouger un petit peu les curseurs pour avoir une mise en valeur de cet instrument. Alors certes, le cerveau peut faire un travail. Jean-François, je t'invite à le 8 mai, j'espère. On peut le faire parce qu'on vient de le faire. Hein. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Oui, mais il faut se battre. Le 8 mai, je t'invite le 8 mai à regarder The Eddy, la série sur le jazz qui va sortir. Et après, on aura un débat, j'espère. Moi, je pense qu'Olivier, on aura un débat quand même sur effectivement la manière dont on met en avant un orchestre et puis lorsqu'il y a des mouvements de caméra et tout ça. Mais ce n'est pas toujours le cas, Jean-François. Il y a des fois où effectivement, c'est aussi une décision d'un réalisateur par rapport à un point de vue, à plein de choses. Enfin, voilà. Donc, mais ce n'est pas toujours le cas. Il ne s'agit pas d'être dans une tempête en Bretagne Nord et d'avoir le roulis et le tangage. D'accord, mais un tout petit peu de liberté, c'est tout. Voilà, merci Jean-François. Alexandre Andrion qui est là et qui voulait intervenir. Oui, bonjour. Et après Jocelyn Panchou, je vois. Pour aller dans ton sens sur la mise en œuvre de ce genre de choses dans le cadre de ce qu'on peut faire nous sur des plateaux de tournage, c'est vrai que je fais aussi beaucoup ce genre de choses, c'est-à-dire voilà, un micro à l'extérieur pour avoir la circulation quand on fait une séquence dans un bureau ou un bar ou un truc comme ça, pour avoir des fins de passage de camions, de motos sur des prises et pouvoir sauver les raccords, évidemment. Mais ça fait aussi effectivement des ambiances assez jolies une fois qu'elles sont traitées pour les faire passer pour de l'intérieur. Ça marche plutôt pas mal. Juste, je voulais revenir sur l'idée des choses qui permettraient de faire à la fois une ambiance de la scène avant et de la scène arrière, comme par exemple le double MS ou les ambisoniques. Il y a le problème du fait que c'est pas toujours le même endroit qui est idéal pour faire une ambiance de la scène avant et une ambiance de la scène arrière. Et que du coup, c'est pas mal parfois d'avoir quand même deux systèmes pour ça. Enfin, tout simplement parce que on va devoir mettre l'ambiance de la scène arrière plutôt 30 mètres plus loin. Il y a la cantine, le groupe électrogène ou le combo village. C'est assez compliqué. Donc, pouvoir corréler spatialement l'endroit où on met les deux dispositifs, c'est quand même vachement bien. Voilà, c'est tout ce que je pouvais rajouter sur le sujet. Merci Alexandre. Et Jocelyn qui voulait aussi intervenir. Oui, c'était toujours une question par rapport à la post-prod et à Olivier, comme il est là. Je ne sais pas s'il y a d'autres mixeurs. Olivier, tu parlais beaucoup du double MS, qui effectivement, on en revient à cette question de capsule noble. Très souvent, les mixeurs ont tendance à faire des retours sur l'utilisation du format B, qui trouve un peu, enfin de l'ambisonique par exemple, qui trouve un peu flou de par le fait que effectivement les capsules aient moins de piquets ou autres. Est-ce qu'au final, le mieux, ce serait d'utiliser des systèmes peut-être plus encombrants, mais avec des capsules nobles, ou est-ce qu'effectivement, le format B permet quand même, de par sa compacité, à faire des choses rapidement voilà. J'ai pas beaucoup d'expérience avec les systèmes ambisoniques, moi. Je pense que je crois que je ne les ai jamais eu, en fait. Ou alors je ne le savais pas, ils avaient été décodés avant, mais donc je n'ai pas vraiment d'avis sur cette question. J'ai un avis sur le couple AB lui-même, qui marche très bien si on n'a pas à le resserrer. Parce que quand on a à le resserrer, tout d'un coup, on perd un peu quand même, il me semble. Dans les basses, par exemple, on resserre, on perd des choses. Et c'est difficile d'avoir une prise de son parfaitement stéréo qui marche très bien en stéréo et de la resserrer pour avoir du centre. Parce qu'au cinéma, ne pas avoir de centre du tout, c'est compliqué, il me semble. Alexandre Andrion, tu voulais encore intervenir, je crois, ou c'était peut-être fausse manip? J'ai tout simplement oublié de baisser la main, pardon. Oui, c'est ça, hein, c'était une fausse manip, c'est bien ça. Exactement, pardon. Voilà, non, pas de souci. Écoutez, Jimmy, je pense que on arrive à la fin de… Oui, à la fin. Donc, non, pas d'autres questions. Si, la seule question pour la partie 2, à quelle date? D'accord. Eh bien, on va vous tenir au courant. Merci en tout cas à tous. Merci à tous les intervenants d'avoir été présents. C'était très sympa, très sympathique et je pense que beaucoup de gens ont pu apprendre sur beaucoup de différents systèmes que l'on a présentés aujourd'hui. Je ne peux pas pour l'instant vous dire quel sera notre prochain rendez-vous parce que les sujets il y en a plein, donc il faut que je vois. On avait l'idée de faire
un question-réponse par rapport à des ingénieurs du son, c'est-à-dire mettre quelques ingénieurs du son en avant pour qu'ils puissent répondre aux questions précises des différents invités. Mais voilà, c'est en cours et donc je vous tiendrai au courant. En tout cas, merci. Je vous invite aussi, si vous voulez partager cet entretien, enfin en tout cas ce meeting, puisqu'il est sur la chaîne A4 Audio sur YouTube. Donc il est facile de copier le lien et si vous voulez le partager, parce que je pense qu'il y a quand même, on a quand même dit beaucoup de choses très 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 intéressantes et encore merci à tous les intervenants. Bon après-midi à vous et puis à bientôt et merci. Merci. Merci à tous. Merci à tous. Merci beaucoup à tous. Merci. Merci à tout le monde et à notre animateur brillant, Stéphane. Merci Jean-François. On fait ce qu'on peut. Le jeu d'équilibre n'est pas toujours facile entre les choix, les prises de position et autres. C'est un art que de savoir piloter le tout. On essaye de prendre du recul et d'enlever une casquette et en mettre une autre. Bravo. Merci Jean-François. Merci. Bonne journée. Merci à vous. Jimmy, t'as préparé à bouffer ou pas? Non. Bon, bah, il faut y aller là. Moi, j'ai un petit barbecue là. Je pense que c'est bien. Oui. Non, il fait beau. Non, j'ai rien préparé. Bon. Oh, il est encore tôt. Il est encore tôt.